Ok. Bienvenue à tous dans ce meet-up du groupe Agile BIM. Voilà, donc c'est le 6e meet-up, donc cette fois-ci en ligne. Donc on avait organisé 5 meet-up depuis juin 2019. Et puis bon, ça a été un petit peu arrêté avec les événements qu'on connaît. Et donc voilà, donc on recommence en ligne, ce qui permet a priori d'avoir une audience un petit peu plus large. Donc c'est bien. Juste pour les gens qui n'étaient pas présents au dernier meet-up, donc la communauté Agile BIM, en fait, elle s'est développée depuis 1 an et demi à peu près, principalement autour d'un site web, agilebim.org, sur lequel vous retrouvez pas mal d'informations. Il y a aussi un groupe Meetup, donc, par lequel, a priori, vous êtes passé pour vous inscrire, donc, sur lequel vous pouvez retrouver la liste des Meetups précédents. Un groupe LinkedIn aussi qui s'appelle Agile for BIM, dans lequel pour l'instant il y a presque 330 utilisateurs, donc c'est une communauté qui grossit un petit peu. Et on a un espace Slack aussi, il y a un petit peu moins de monde pour le moment, mais il y a quelques informations aussi intéressantes qui s'échangent. Donc toutes ces informations et les liens vers les différents espaces de la communauté Agile BIM, vous les retrouvez sur le site Agile BIM, vous avez le lien sur la page là, qui s'affiche. Donc si vous allez sur agilebim.org, enfin www.agilebim.org, vous pourrez retrouver cette page. Il est dans le chat également, je viens d'envoyer dans le chat. Ok. Donc voilà, donc la communauté Agile BIM, elle a le soutien donc, de Brixap, l'application, plusieurs membres d'Agile BIM co-développent. Une application pour mettre en œuvre des pratiques agiles pour les projets de construction, et l'agence Senior Architecte aussi qui nous apporte un soutien matériel. Donc juste comme c'est la première fois qu'on fait un meet-up comme ça sur Meet, donc j'ai l'impression que tout le monde pour l'instant s'est bien connecté, les micros sont coupés, donc vous avez le choix si vous cliquez sur les 3 petits points en bas à droite, vous avez le choix de différents layouts. Donc, ça vous permet d'afficher différemment les différentes personnes. Et puis, vous avez des petites épingles. Donc, en particulier pour la personne qui est présente, vous pouvez l'épingler pour l'avoir au premier plan. Après, pour les prises de parole, l'idée, quand il y aura un présentateur, c'est peut-être de faire une demande sur le chat. Donc, moi, quand Vincent parlera, je regarderai le chat et j'interviendrai éventuellement en reprenant les commentaires qui sont sur le chat, et puis s'il y a besoin de compléter, peut-être à ce moment-là, vous pouvez prendre la parole en direct, mais voilà, on peut peut-être fonctionner comme ça. Bon, voilà, on n'est pas non plus énormément, donc je pense que ça ne sera pas trop cacophonique. Et donc ce soir, donc, je vais vous proposer une petite introduction un peu sur l'Agile BIM, et puis donc Vincent viendra nous présenter un autre aspect qu'on n'avait pas du tout encore pour l'instant exploré, et qui est toute l'approche Lean, qui est un petit peu complémentaire, on verra, ou supplémentaire, complémentaire, je ne sais pas, des approches agiles. Hop là, pas de questions pour l'instant. Donc l'approche Agile BIM, en fait, à l'origine, l'idée c'était de partir en fait des pratiques qui sont dans l'industrie du logiciel, qui est une industrie qui, ces dernières années, nous a apporté pas mal de nouveautés, qui a pas mal changé les choses sur la manière dont on vit. Et comment ces pratiques vraiment de gestion de projet, de gestion de la manière de faire les choses, pouvaient influencer notre industrie. Donc, la fameuse courbe à gauche, où vous retrouvez la productivité des différents types d'industries, et on voit qu'avec la transformation numérique, toutes les industries ont amélioré leur productivité, sauf la construction. Donc on sait qu'on a un gros retard à combler là-dessus. Et d'autre part, on a quand même, nous, la transformation numérique, c'est en grande partie aussi l'arrivée du BIM, de la maquette numérique. Et donc, tout le monde s'est évertué un peu, quasiment ces 10 dernières années, à se mettre à produire ces maquettes numériques. Donc, il y a une grosse marche technique qui a été franchie avec de la formation, avec de l'investissement dans du matériel, dans des logiciels. Mais derrière, les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Et donc, nous, on pense que cette marche technique, bon, elle était nécessaire, mais derrière, il y a une marche méthodologique aussi à franchir. Et donc, en parallèle de l'amélioration des logiciels, il faut aussi améliorer nos manières de travailler.
Et pour ça, les logiciels, ils n'y peuvent pas foncièrement quelque chose. Et donc, c'est plus en s'inspirant peut-être de méthodes de travail qui ont été développées ailleurs qu'on peut éventuellement essayer de changer la donne. Donc, nous, on a essayé d'adapter un certain nombre de pratiques agiles à l'univers du BIM. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de cette présentation. Donc, vous retrouvez un certain nombre de ces items sur le site Agile BIM. Et puis, on les a présentés dans certaines précédents meet-up. Donc, en général, il y a les enregistrements aussi qui sont disponibles sur la plateforme. Mais voilà, on a un certain nombre d'items. Et l'idée dans ces meet-up aussi, c'est d'aborder ces différents items au fur et à mesure en essayant d'avoir des explications un peu plus approfondies des gens qui viennent de l'univers du logiciel, et puis de discuter ensemble comment on peut les mettre en œuvre dans l'univers du BIM. Donc ça, c'est vraiment inspiré de l'univers agile, mais c'est vrai qu'on a rencontré donc Vincent cet été, et lui, il vient d'un univers un peu parallèle, enfin il nous dira si c'est parallèle ou pas, qui est l'univers du Lean, et finalement, il y a probablement beaucoup de complémentarité, donc on voulait un peu ajouter cette brique aujourd'hui au panel des possibilités de nouvelles approches et méthodes de travail. Juste peut-être en général, les réunions un peu sont mixées un peu architecte, ingénieur. Alors je ne sais pas comment, peut-être dans le chat vous pouvez dire, est-ce que vous êtes plutôt du milieu de la construction, architecte, ingénieur? Est-ce qu'il y a des personnes aussi qui sont du milieu de l'agile ou du lean? C'est parce que l'idée aussi de ces meetups, c'est d'arriver à croiser aussi avec des expériences de personnes de ces milieux-là. Alors en général, on a découvert des profils assez intéressants qui est monsieur est coach agile et madame est architecte. On a découvert 5 ou 6. Mais je ne sais pas s'ils sont là ce soir aussi. Un BIM manager. N'hésitez pas en commentaire ou alors à l'oral si vous voulez prendre la parole à dire si vous êtes plutôt de. Et j'aimerais bien savoir aussi s'il y a des gens qui viennent plutôt de l'agilité ou du BIM ou du Lean. Ça pourrait être intéressant parce qu'ils pourront nous apporter aussi leur regard là-dessus. Pour l'instant, on a plutôt. On a quand même un consultant Lean Agile, donc ça c'est cool. 2, bon voilà, donc il y a un peu des. On a une épouse d'un web design. Bon, ça va, le quota est respecté. Ok, je vais passer la parole à Vincent, qui va nous en dire plus un petit peu sur l'approche à Lean, et puis qui connaît bien, et puis sur la mise en œuvre dans le cadre aussi du BIM qu'il est en train de mettre en œuvre. Je te laisse prendre la main, Vincent, sur la présentation. Oui, bien sûr. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Là, c'est la page YouTube. C'est la page YouTube. Voilà. Présenter maintenant. Fenêtre. Hop. Voilà. Je ne sais pas si. Ah, ça va être bon. Là, ça a l'air bon. OK. C'est bon? Voilà. Donc, bonsoir à tous. Et puis, merci à l'équipe de François de me donner la possibilité, en effet, de vous présenter un peu le Lean, mais je vais aller un peu plus loin, parce qu'en effet, on voit qu'il y a beaucoup de liens entre la démarche du Lean, qui est plus une démarche au niveau du processus, dont je vais parler un peu ce soir, la démarche du BIM et la démarche de l'agilité. Et que ces 3 méthodes de management de projet sont assez complémentaires, qu'aujourd'hui, elles sont peu utilisées dans le domaine de la construction, mais qu'on verra que c'est vraiment un axe intéressant d'augmenter la qualité du projet pour un client et la performance des équipes au sens de l'efficacité et au sens de la sérénité. Donc, juste rapidement, moi, je viens du monde de la maîtrise d'œuvre. Pour avoir été pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé dans des bureaux d'études à faire de la direction de projet. Et ensuite, je me suis spécialisé dans le domaine des structures et des façades. Et depuis 2 ans, je développe le Lean essentiellement en phase programmation et études, avec beaucoup d'intérêt voilà, sur des chantiers qui commencent aujourd'hui. Donc, en fait, le point de départ d'une méthode de management de projet, quelle qu'elle soit, c'est que si on décide à un moment de changer cette façon de travailler, c'est qu'on fait un constat qu'il
il faudrait regarder nos activités, notre façon de faire différemment. Et là-dessus, le Lean, lui, c'est une méthode qui s'est focalisée sur la question il y a 3 mots en particulier, il y a gaspillage, non-valeur ajoutée et la question de la valeur client. Donc moi, le point de départ que j'ai eu il y a 2 ans, ça a été de faire une enquête auprès de à peu près 2000 personnes. J'ai dû avoir près de 300 réponses, des gens qui sont à la fois architectes, bureaux d'études, maîtres d'œuvre, entreprises, pour savoir aujourd'hui quelle est la vision et le constat qu'ils faisaient aujourd'hui dans le domaine de la construction en France. Premier constat qui revenait, c'est aujourd'hui, il y a un dépassement de budget qui fait que on parle facilement entre 5 et 15% pour près de 40% des projets de budget, et puis des fois plus, donc ce qui est quand même assez problématique. Deuxième constat, c'est sur le délai, sur lequel on voit qu'aujourd'hui, par rapport au délai initialement qui était envisagé, près de la moitié des projets, que ce soit en études ou en travaux, ne respectent pas leur délai. Le troisième constat, c'est par rapport au programme du client, ce qu'il veut. Donc, on voit que à peu près 2 personnes sur 3 trouvent que le programme n'est pas figé, ce qui est assez compréhensible parce que ce serait quand même compliqué pour un client par rapport à des investissements majeurs qui fait d'être sûr de lui alors que le projet va être construit quelques années plus tard. Par contre, ce qui est plus gênant, c'est qu'on va développer des études alors que le programme du client n'est pas complet. Et ça, c'est quand même plus problématique. Ensuite, j'ai posé des questions autour du mode de collaboration et on voit qu'aujourd'hui, les plateformes, le BIM, quelle que soit sa forme d'utilisation, les GED étaient très, très fréquemment utilisés. Par contre, des outils qui sont en effet utilisés dans d'autres secteurs comme tout ce qui est le Scrumban, l'attribution de tâches, les Kanban, les indicateurs de performance, des choses comme ça qui avaient aidé d'autres secteurs à être plus efficients, étaient très peu utilisés dans le domaine de la construction. Et enfin, la question sur laquelle je terminais, c'était pour vous, qu'est-ce qui était plus difficile à obtenir? C'est d'abord le coût, ensuite le délai, la qualité, et vient derrière la satisfaction du client. Donc, on se rend compte que c'est quand même des choses qui, normalement, ce qu'on devrait le maîtriser le mieux, qu'on a le plus de mal à mettre en œuvre. Premier constat. Deuxième constat, ça a été d'avoir une vision un peu plus haute sur c'est quoi un peu l'impact de la programmation, puisque comme au départ, moi, je voulais me focaliser sur la question de la programmation et des études, c'est quoi aujourd'hui l'impact de la programmation dans le coût et dans la maîtrise des budgets. Et en fait, on se rappelle que la programmation, celle qui est faite au moment lorsqu'on va aller jusqu'à la phase de notre permis de construire, par exemple, on a déjà fixé 80% du coût du projet. Donc, et que derrière, on n'est que dans le développement, donc il reste quand même 20%, mais on voit qu'on a quand même une marge très minime. Et donc, la question à un moment de mettre en place de l'efficience en études est quand même majeure. Et le deuxième sujet, c'est lorsqu'on a de la non-qualité sur un projet, que ce soit en études ou en travaux, d'où ça vient, on se rend compte que c'est essentiellement, alors cette expression est encore conservée des cols blancs, c'est essentiellement donc que ce soit sur la partie études ou études-exécution, qu'on a la non-qualité et que en fait 25%, c'est juste ce qui est mal fait sur le chantier, où l'information a été mal donnée. Donc ça pousse le fait de dire qu'on a quand même une vraie problématique de la maîtrise en études de nos différents sujets. Notre vision, donc, qui est la vision aussi de la comparaison par rapport à d'autres secteurs, c'est là où on voit qu'avec François, on a un peu la même approche parce que cette question de la productivité dont François parlait au début, en fait, nous, on dit la même chose. On constate juste que dans d'autres secteurs, depuis 20 ans, la productivité, qui est un mot un peu barbare, mais n'a fait qu'augmenter jusqu'à 70%. Alors que dans le bâtiment, alors qu'on commence à avoir du digital, alors que on a quand même, on change un petit peu nos méthodes, notre productivité stagne, voire régresse. Et donc ça pose quand même question. C'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas dans le bâtiment à augmenter notre productivité alors qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Deuxième enjeu qu'on voit dans le secteur de la construction, c'est la question de l'économie. On est quand même aujourd'hui avec des contraintes globalement financières qui sont plus sévères, des contraintes environnementales, des contraintes où on nous demande d'intégrer tout un tas de démarches et en face de nous, nos maîtres d'ouvrage n'ont pas forcément des budgets qui sont extensibles. Donc, on va demander en fait aux maîtres d'œuvre, aux concepteurs, d'être beaucoup plus agiles dans la proposition de solutions pour à un moment vraiment répondre à cet enjeu économique. Et le dernier enjeu qu'on a dans le secteur de la construction, c'est vraiment la question des ressources. Alors là, il y a deux choses. Il y a le fait qu'aujourd'hui, on soit très ensiloté. Il y a quand même une grosse différence, je crois, même entre architectes et bureaux d'études. Un architecte qui est quand même dédié à un projet
un bureau d'études qui va avoir un certain nombre de projets en même temps, donc ce qui fait que l'implication n'est pas la même. Et puis on a aussi une question de silos, pas que entre les différents partenaires, mais aussi en fait au sein de l'entreprise, où on voit bien que les décideurs, c'est souvent le grand, l'illustre qui va faire le choix, alors que les autres vont être appliquer ça, et que par rapport à ceux qui vont prendre la décision, ils ne sont pas forcément toujours au cœur du projet. Donc on a quand même ces trois enjeux dans le secteur de la construction, qui fait que ça nous pousse à aller vers des méthodes un peu différentes. Et puis après, la dernière chose, c'est quelle est la vision que globalement les gens ont de la construction. Et là, je suis sûr que si vous demandez à tous les gens qui travaillent dans la construction, en tout cas moi c'est ce que j'entends, et je sais que les autres personnes qui font du lean, qui sont avec nous ce soir, que je connais, partagent aussi, c'est, lorsqu'on parle avec des personnes, c'est, mais de toute façon dans le bâtiment, pourquoi est-ce qu'on va parler de productivité, pourquoi est-ce qu'on va parler d'efficience, puisque nous, on ne fait que des prototypes. Tous les bâtiments qu'on va concevoir et construire, ce ne sont que des prototypes. Et là, on est bien d'accord, mais pour un domaine particulier, celui que moi j'ai eu la chance de bien connaître, qui est le domaine de la façade, puisqu'en effet, à chaque bâtiment, on va essayer d'y mettre une personnalisation. Sur le reste, sur la partie technique, fluide, structure, on est quand même dans une application extrêmement répétitive de solutions qui ont été déjà éprouvées. Je pense que personne ne prendra le risque de changer constamment les solutions. Donc, le côté prototypique du bâtiment, il est quand même relatif. Il existe effectivement dans l'assemblage, mais il n'existe pas forcément dans les solutions qu'on va mettre en œuvre. La deuxième chose qu'on a comme témoignage quand on discute avec des gens de la construction, c'est mais nous, de toute façon, notre entreprise, notre projet, c'est différent, donc on va faire les choses à notre manière et notre méthode de management est spécifique. Et c'est là où, en fait, on est effectivement bien d'accord que réfléchir à un management d'équipe de projet, c'est réfléchir à quelque chose qui s'adresse à un moment à des problématiques d'un projet ou d'une équipe. Donc, il faut bien réfléchir sur la spécificité de cette démarche. Mais comme aujourd'hui, on a tous du travail, globalement, et qu'on continue à construire, que même si les chantiers ou les études se passent des fois de façon un peu difficile, il n'empêche qu'elles se font, ben, en fait, on va se dire, mais pourquoi est-ce que je vais changer? Est-ce que j'ai vraiment nécessité à changer ma façon de travailler, ma façon d'appréhender les études, la collaboration? Et quand on a fait cette enquête, ce qui ressortait, c'était que la plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui pour envisager d'autres méthodes de management de projet, c'est qu'en fait, on n'a pas envie de changer. On n'a pas envie de revoir notre façon de travailler, puisque malgré tout, quelles que soient nos difficultés, on y arrive. Bon, la conviction qu'on a, en tout cas, et que ce soit avec le Lean ou avec d'autres méthodes, c'est qu'en fait, on a effectivement besoin de changer, pas que pour le client, pour que il soit plus gagnant, mais c'est aussi pour les équipes qu'il puisse y avoir un travail qui soit beaucoup plus en sérénité. Donc ça, c'est la vision qu'on a avec le Lean. Je vais vous passer une petite vidéo. Alors, hop, excusez-moi, il faut juste que je fasse ça. Voilà.
Alors, je vais remettre la présentation initiale. Et j'ai mis le lien vers la vidéo dans le chat si le son n'était pas super fort, mais si les gens veulent le revoir après. Ok, merci. Voilà. Donc, en fait, la démarche qu'on a, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont partagées avec la question de l'agilité. C'est vraiment de réfléchir à un projet dans un sens collaboratif, de se focaliser sur ce que veut le client et pour ça, de regarder la façon qu'on a de travailler. Donc, les 5 principes du Lean, c'est d'une part ce qu'on appelle la valeur, donc savoir ce que veut le client. Donc, la valeur, ce n'est pas qu'une question financière, c'est aussi une question d'usage. On en parlera tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a bien compris ce que voulait le client de façon à pouvoir le satisfaire dans ses besoins de programmation, on va travailler avec l'équipe sur le processus, c'est-à-dire qu'on va se raconter l'histoire telle qu'elle devrait se passer. On peut aujourd'hui, sur un projet, savoir comment est-ce qu'on doit développer des études, comment est-ce qu'on va développer les travaux. Et une fois qu'on a raconté comment est-ce qu'on va développer ces travaux, on va rechercher la performance, c'est-à-dire tirer le flux. C'est-à-dire que les tâches qu'on va devoir faire, eh ben, on va essayer de les faire au bon moment et bon du premier coup. C'est-à-dire qu'on va les faire juste quand il faut et non pas trop tôt, parce qu'on va être sûr que si on les fait trop tôt, il faudra les refaire derrière, et pas trop tard, parce que sinon, de toute façon, ou qu'on n'aura pas les données d'entrée, parce qu'il faudra les refaire aussi. On va mettre en place du collaboratif avec une performance collective, avec de la transparence, avec du management visuel. Ça, c'est aussi quelque chose qui est complètement partagé avec le BIM. Et enfin, une équipe qui s'améliore, bah, elle a besoin à un moment de faire des feedbacks pour être sûr que pour la prochaine fois, ça sera encore mieux. Et on retrouve aussi là-dessus des démarches un peu dans l'agilité. Donc, si j'essaie de résumer ça de façon assez schématique pour la construction, dès le départ, on part sur quelle est ma stabilité opérationnelle. Donc, est-ce que j'ai bien toutes les compétences dont j'ai besoin autour de la table? Et quand on connaît tous les silos qui peuvent exister dans la construction, c'est vraiment important parce que sinon, si on n'a pas les bonnes compétences, on pourra refaire après nos études. Un projet, quel qu'il soit, qu'on soit dans le domaine de la construction ou dans d'autres domaines, la vision qu'on a, c'est qu'en fait, c'est une somme de résolution de problèmes qu'on avance petit à petit. Et donc, travailler sur les méthodes de résolution de problèmes ou les méthodes de choix qu'on va faire, ça va permettre à l'équipe d'être centrée sur comment est-ce qu'on va avancer pour pouvoir satisfaire le client. On va mettre en place du management visuel qui permet d'avoir tout le monde autour de la table avec la même vision du projet. On va décomposer notre projet en différents éléments. Vous verrez qu'on va travailler aussi sur la décomposition de la maquette numérique de façon à avoir vraiment une standardisation du travail au sens de on va pouvoir se rendre compte de ce qu'on fait pour chaque chose. Et ensuite, on va mettre du 5S. Le 5S, c'est une méthode qui consiste vraiment à regarder comment est-ce qu'on organise à la fois le travail et surtout le stockage, en étude, le stockage de l'information. Sur la partie chantier, c'est plus la question de l'organisation du chantier et des méthodes de travail. Et donc, comment? Oui, juste, là, ce que tu nous présentes pour l'instant, ça concerne autant le chantier que les études, il n'y a pas spécialement. Le Lean, alors pour expliquer pourquoi donc le point de départ du Lean, qui date ça a été mis en place il y a 70 ans, ça a été au départ la construction automobile. Et le point de départ du Lean, ça a été donc la recherche à un moment de déficience dans tout un processus pour la vente d'une voiture, depuis la question de la mise au point du bureau d'études, la vente évidemment, le bureau d'études, les études de la voiture et ensuite la construction de la voiture. Et en fait, la finalité du Lean, c'est de voir l'ensemble de ce processus-là. Donc cette démarche qu'on a, en fait, elle est identique que ce soit en programmation, en études ou en travaux. Puisqu'en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à aller avec le chemin le plus direct entre le moment où je fais mes travaux et le moment où je fais mes études. Et donc, on a une démarche qui est identique. Donc, ça veut dire que ce soit en études ou en travaux, on va chercher, lorsqu'on fait une tâche, quelle qu'elle soit, à la faire bon du premier coup et au bon moment. Ça, c'est pas du tout antinomique avec la question des études, où on est vraiment dans une démarche itérative, où la démarche de l'agilité nous aide beaucoup. C'est juste que on se dit que les moyens qu'on va développer à un moment pour pouvoir être sûr de ce qu'on va développer après en études, dans le cadre de la production des études, ça sera la bonne solution pour le client. Donc, après, avec de l'amélioration continue, ça nous permet de satisfaire nos clients et on voit qu'autour de ça, c'est forcément l'équipe qu'on va mettre en place qui va permettre de trouver le bon équilibre.
Donc, les 8 gaspillages dont je parlais tout à l'heure, en études, mais on retrouve le même type de gaspillage en travaux, c'est de la surproduction lorsque je fais des choses qui ne sont pas adaptées à la demande du client, c'est du temps d'attente lorsque, surtout dans le cadre de la coordination des projets, j'attends une information pendant une semaine et qui fait que pendant une semaine, je ne fais pas les choses. La question du transport, même si aujourd'hui, elle ne se prête pas de la même manière. La question de toutes les informations que je stocke, que je ne peux pas passer aux autres intervenants, qui fait que les autres sont bloqués. La question des opérations inutiles, donc des plans qu'on va faire qui en fait ne sont pas coordonnés ou ne répondent pas à la demande du client. La question des déplacements inutiles. Pour le domaine des études, c'est essentiellement la question de comment est-ce que je stocke, je trouve mon information et je trouve la bonne information. La question de la production trop tôt et surtout la question de ne pas utiliser autour de la table toutes les compétences qui sont là, que ce soit en étude de ne pas savoir assez impliquer les gens qui sont en phase travaux ou en étude de ne pas suffisamment écouter les uns les autres et d'avoir juste une décision qui est prise par-dessus et non pas par les membres de l'équipe. Donc notre démarche, c'est en travaillant sur l'ensemble de ces gaspillages, en fait, en prenant conscience de ça, on arrive à, par rapport à une journée de travail, à réduire donc le temps qu'on a de gaspillage. Donc les études qui ont été faites initialement, donc ça a été monté par l'université de Berkeley, ça a montré que de façon assez évidente, en travaillant sur tous ces gaspillages-là, on arrivait à diminuer de près de 50% ces gaspillages-là. Et donc on se dit bien que tout ce temps qui est gagné, ben, en fait, c'est un temps qui est gagné pour l'équipe par rapport à un travail en sérénité, et c'est un temps qui est gagné pour le client, puisque c'est ça qui va nous permettre de vraiment lui apporter la meilleure réponse à son projet. Donc, en augmentant la valeur pour le client, on arrive bien à lui proposer le meilleur rapport coût-qualité-délai sur son projet et évidemment à réduire la question des délais. Donc, le Lean se met en place sur chacune des phases, programme, conception, construction. Il y a des méthodes d'organisation qui ne sont pas spécifiques au Lean, mais qui sont utilisées dans le cadre des démarches Lean. Et puis, il y a des choses qui sont beaucoup plus spécifiques au Lean. La question du programme, de s'assurer de ce que veut le client. La question du développement des études, où on va utiliser l'outil qui est vraiment central dans le Lean, qui s'appelle le LPS, pour Last Planner System. Le lien entre la planification et la planification de la maquette. Le fait de travailler sur du management visuel, le fait à un moment de réfléchir à comment typiquement intégrer l'industrialisation dans le cadre des études pour que derrière, il n'y ait pas une rupture entre la partie études et travaux, et ainsi de suite. Voilà, il y a un certain nombre d'outils là-dessus. Ce qui m'emmène après sur comment est-ce qu'on peut aligner au mieux la démarche du Lean et la démarche du BIM. Excusez-moi, Vincent. Oui. Juste dans l'approche agile, on a un petit peu dit à un moment que c'était un ensemble de pratiques et donc on avait des boîtes à outils dans lesquelles si tu peux revenir peut-être à la slide précédente, pardon. Ouais. C'est une boîte à outils dans laquelle il y a un certain nombre de pratiques et de cadres méthodologiques. Oui. Les cadres méthodologiques, souvent, il faut quand même les appliquer à fond. Enfin, les gens qui font de l'agilité me reprendront, mais il faut quand même les appliquer assez correctement pour que ça donne un peu l'effet escompté. Mais après, il y a aussi d'autres outils, d'autres pratiques un peu boîte à outils et on peut piocher. Est-ce que dans le Lean, il y a un peu la même chose? On pioche à droite à gauche? Est-ce qu'il faut un peu s'engager sur une voie ou une autre? Il y a des grands choix de types de pratiques à faire? Comment ça se passe? Alors, la pratique la plus importante dans le Lean, c'est pour la question du collaboratif, de mon point de vue, c'est cette question de la planification collaborative, le LPS, qui est là ce qui est le plus utilisé. Autour du LPS vient se greffer à ça la question du comment est-ce que je vais intégrer tout le monde dans les études dans la question du management visuel. Donc, c'est là où on va trouver, tout à l'heure je vous montrerai, mais c'est là où on va trouver aussi des parallèles avec l'agilité. Lorsqu'on va travailler à un moment sur des outils Scrumban, on n'est que dans le visuel là-dessus. La planification collaborative où on va de façon impliquer les gens sur le pilotage du projet, pareil, on est dans le visuel. Ensuite, il y a des outils qui sont plus spécifiques vraiment, par exemple, à la conduite des études pour la maîtrise du coût. Donc, où on va avoir cet outil qui s'appelle le Target Value Design. On va avoir des outils qui vont être plus spécifiques sur la question de comment je vais résoudre des problèmes. Donc, on a des méthodes qui s'appellent, par exemple, Choosing by Advantage. On a des méthodes qui s'appellent Set-Based Design. On a des méthodes qui s'appellent le rapport A3, qui est utilisé aussi, je crois, dans la démarche agile. Donc, il y a un certain nombre, bon, moi, je connais à peu près une vingtaine d'outils qui peuvent être utilisés. Le fait est qu'aujourd'hui, le Lean, venant au départ du monde de l'industrie,
il y a beaucoup plus d'outils qui sont utilisés dans l'industrie parce que dans l'industrie, je trouve qu'on va chercher en fait à gratter le moindre gaspillage, la moindre perte de temps. Et je pense que dans le bâtiment, c'est pas forcément là où on en est aujourd'hui, en tout cas, et que donc il y a plus une démarche sur comment est-ce que je remets à un moment du bon sens et une équipe qui est centrée sur avancer sur un projet, planifier le projet, savoir où on en est, savoir ce qu'elle doit faire, et surtout intégrer la question de l'itération pour le client. C'est un peu comme dans l'agilité, il y a, avant de rentrer dans des outils, un peu des, comment dire, des fiches pratiques, il y a aussi une question d'état d'esprit et de volonté de s'orienter vers la qualité, enfin pour soi, pour les autres aussi. En fait, pour moi, la philosophie du Lean, ça ne fonctionne, en tout cas, les projets sur lesquels j'ai eu la chance de travailler, que si le client, en fait, est partie prenante. Parce qu'aujourd'hui, la réussite d'un projet, en tout cas sur la question des études, ça dépend beaucoup de l'impact du client par rapport à sa volonté à un moment de maîtriser aussi son projet. Donc, en effet, cet esprit-là qui est d'avoir une transparence et de vouloir être focalisé non pas sur son propre travail, mais sur le travail de la valeur du projet pour le client, c'est le point de départ. Mais on retrouve ça aussi, sur la question de l'agilité. Alors, il y a une question d'Olivier Farah qui dit est-ce que je peux aider facilement les équipes avec ces outils? Donc, est-ce que, oui, ça veut dire un petit peu, peut-être, je ne sais pas, je surinterprète, mais de dire est-ce que il y a une petite formule magique ou justement est-ce que derrière, il y a quand même il faut un peu se plonger dans l'état d'esprit pour que. Pour moi, il faut comprendre les outils, mais par contre, il faut avoir une vraie notion de comprendre comment on construit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà. Si c'est la question, je ne connais pas le domaine du bâtiment, est-ce que je peux aller développer du Lean dans le bâtiment? Ça me semble très difficile. Voilà. Mais après, ouais. Okay. Donc, l'approche Lean et BIM, pourquoi est-ce que c'est deux méthodes qui sont alignées? Quand on se rappelle le Lean, donc je vous ai dit, il y a cinq piliers, la question de la valeur du projet, la question de je définis un processus, la question de je vais performer, donc je vais tirer ce processus, ce flux, la question de la personne, comment est-ce que je vais impliquer toute l'équipe pour être sûr qu'on va avancer ensemble le projet, et la question de l'amélioration. Là, hop, je passe. Donc là, je retrouve ça. La vision que nous avons du BIM, c'est la question de, premièrement, la visualisation. Donc, le BIM permet à toute équipe qui est sur un projet d'avoir une compréhension partagée, quelles que soient les techniques, quelle que soit l'architecture sur le projet. Le BIM permet, dans un seul élément, de synthétiser toutes les données du projet, quelles qu'elles soient. Et le BIM me permet donc de définir travailler sur des process de comment je vais modéliser pour que tout le monde modélise de la même manière, comment je vais manager ma maquette et comment je vais monitorer ma maquette. Est-ce qu'on partage cette vision-là ou pas? Ça, c'est ce que peut le BIM, oui, c'est ça. Après, il faut savoir quel service on le met. C'est là où, justement, cette partie méthodologique, agile ou lean, va peut-être nous aider. Voilà, donc ça, pour moi, c'est le point de départ de ces deux méthodes, de ces deux approches. Alors, je vous avais mis ça, mais ça reprend exactement ce que je viens de vous dire sur le Lean, donc je vais le passer un peu plus vite, mais ça rappelle les choses. Et en fait, quand on travaille le processus, le flux, on va supprimer les gaspillages et les itérations négatives. Quand on va travailler sur les personnes, on va essayer de réduire la taille des tâches de conception. Donc là, vous retrouvez quelque chose aussi qu'on a dans l'agilité. On va essayer de faire la conception concurrente, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'agilité. On va promouvoir une transparence d'information, pareil. On va mettre en place des cellules intégrées ou des big rooms. Et on va chercher aussi dans le Lean à changer le mode contractuel entre les intervenants. Je crois que dans l'agilité, c'est un peu différent. Et donc, l'approche qu'on a avec le BIM, c'est de se dire que, en fait, au point de départ du BIM, il faut savoir quelles sont les fonctions qu'on attend du BIM, ce que souvent les maîtres d'ouvrage oublient, puisqu'en fait, on nous dit on veut mettre du BIM sans se dire mais à quoi ça va me servir. Et puis, la deuxième question, c'est comment est-ce que je vais déployer le BIM, de façon à ce que l'utilisation du BIM réponde à un certain process. Et donc, on voit toutes les fonctions qu'on peut avoir avec le BIM. Hein. C'est le coût, c'est la visualisation 3D, la simulation 5D avec le coût, la simulation énergétique, acoustique,
des analyses structurelles, le fait de l'utiliser comme étant un outil de conception itérative, le fait de l'utiliser comme étant le lieu pour pouvoir mettre de la donnée, pour pouvoir mettre de la géométrie, et puis après la réalité virtuelle. Mais le point de départ du BIM, c'est quand même toujours de se dire pourquoi est-ce que je le mets en place et à quoi il va me servir. Ce qui fait que quand on regarde un peu l'interaction entre le Lean et le BIM, ben on voit qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on se retrouve complètement. Première chose, c'est la question du management visuel. Le Lean, dans son processus, me permet de visuellement planifier les tâches. Le BIM me permet d'avoir une compréhension commune, de faire une analyse des clashs. Ça me permet d'avoir un langage commun. Ça me permet de comprendre l'avancement de chacun avec des indicateurs. Et ça me permet surtout de planifier globalement études et travaux avec la même cohérence. Premier, pour nous, bloc qui est vraiment identique entre les deux. Deuxième bloc, c'est la question de la collaboration. Donc, on est bien dans une collaboration avec le planning de production, avec le modèle 3D, avec la cellule intégrée, qui me permet d'impliquer plus en amont toutes les compétences, c'est bien ce qu'on cherche, qui me permet donc pour nous de diminuer les gaspillages parce qu'on a un environnement qui est plus collaboratif et qui me permet d'avoir une contribution plus active de chaque partenaire. Donc tout à l'heure, quand tu parlais d'état d'esprit, c'est vrai que les projets sur lesquels on va essayer de pousser ça, c'est des projets sur lesquels on va pousser, architecte, pas besoin, mais les bureaux d'études à vraiment utiliser le BIM comme étant un outil de conception. Oui, parce que là, le BIM permet ça, mais il n'implique pas forcément qu'on l'utilise ou que ça fonctionne. C'est là où peut-être d'avoir derrière, de travailler sur des méthodes, ça va permettre de tirer vraiment le meilleur du processus BIM, peut-être. Oui, exactement. En l'utilisant vraiment pour ce qu'il peut faire précisément, en cadrant ce qu'on a besoin, ce qu'on attend de lui. Mais par contre, une fois qu'on a défini ce qu'on en attend, de pouvoir l'exploiter vraiment à fond et aussi de reconnaître les bénéfices. Parce actuellement, il y a quand même beaucoup de retours. Il y a une personne, le responsable technique de I3F, qui a pas mal témoigné sur le fait qu'après avoir financé un paquet de projets en BIM ces dernières années, où tout le monde lui demandait de l'argent en plus, ben finalement, il en avait assez peu de résultats en coût, qualité, délai sur les chantiers, et il s'interrogeait un petit peu sur la raison de ce peu de retour finalement sur cet investissement qu'ils font parce qu'ils y croient depuis quelques années. Et donc peut-être d'aller travailler dans cette optique-là, peut-être que ça pourrait être une piste pour faire que ça ne soit pas, pour l'instant, on a l'impression que c'est souvent un investissement un petit peu vain. Oui, mais qu'on soit dans un contrat de maîtrise d'œuvre classique ou un contrat de conception-réalisation. Moi, là, je travaille par exemple sur un gros hôpital et en fait, on a mis ça en place. Mais avant, en effet, dans cet état d'esprit, on a dû discuter avec les partenaires techniques pour qu'ils utilisent effectivement la maquette comme un outil de conception. Et c'est vrai que là, il y a un état d'esprit qui est différent. Donc, le troisième point, c'est la question de la valeur du projet. Je rappelle que dans le Lean, on se focalise là-dessus. Et en fait, le fait de travailler à la fois sur le BIM et le Lean, ça me permet forcément d'augmenter la valeur du projet puisqu'on va pouvoir rentrer sur des conceptions itératives. Donc, on retrouve bien trois sujets qui sont ce que permet le Lean et le BIM ensemble. Et si j'essaie de les résumer donc avec les trois piliers qui doivent pour nous permettre de mettre en place cette démarche-là. Le premier pilier, c'est en effet définir avec le client et les partenaires quels sont les différents processus qu'on va avoir d'élaboration des études et quelle est notre stratégie du projet. Donc, quand est-ce qu'on met en place le BIM, quand est-ce qu'on commence à planifier effectivement ces outils-là. Le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on implique le client pour comprendre et pour améliorer la valeur du projet. Et puis, le troisième sujet, c'est qu'il faut choisir les bons outils. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pléthore d'outils et être sûr que l'outil qu'on va utiliser va nous aider effectivement à améliorer la valeur du projet. Quand tu parles d'outils, pardon, tu parles justement de la boîte à outils dont on parlait tout à l'heure, le 5S, les différents… Non, je pensais plus à qu'est-ce que je vais utiliser comme, par exemple, tous les outils de BIM pour être sûr que toutes mes maquettes vont bien communiquer ensemble. Qu'est-ce que je vais demander à un moment comme fonction pour le BIM. Qu'est-ce que je vais utiliser pour partager mes données. Enfin, vraiment mettre en place une vraie logistique d'études et après une logistique de chantier. C'est plutôt logiciel. Voilà. Quand est-ce qu'il faut que j'utilise Brix? Voilà, c'est ça.
Donc, le Lean sur lequel on va travailler le processus, on a vu tout à l'heure que ça nous permettait d'augmenter la valeur du projet pour le client et de réduire les gaspillages. Le BIM sur lequel on va travailler sur le partage de données nous permet de diminuer le flux, donc le nombre d'itérations qui sont négatives, et donc diminuer les gaspillages. Pour avoir qu'une seule donnée, c'est d'avoir la bonne information au bon moment. Et là, on retrouve exactement le principe que je vous donnais sur le Lean, c'est je dois faire les choses juste au bon moment et une seule fois. Et en fait, c'est ça qu'on va chercher à faire avec le BIM et Lean. C'est être sûr qu'on a une information qui soit coordonnée et que je puisse utiliser et que c'est le bon moment. Ça, c'est notre vision du Lean et du BIM. Et maintenant, après, il y a la question de comment on intègre l'agilité là-dessus. Alors, la vision qu'on a, nous, c'est que, en fait, l'agilité, elle est particulièrement intéressante dans le cadre de l'itération. Et en fait, si on reprend, on essaie de faire un parallèle avec l'informatique, donc en tout cas avec la compréhension qu'on a eue de l'informatique, on a bien, nous, un product owner qui est un maître d'ouvrage, qui va nous dire un peu ce qu'il veut, qui va nous donner son programme. On a bien une maîtrise d'œuvre qui est donc une équipe pluridisciplinaire qui doit concevoir un projet. On dit qu'elle doit passer par des phases d'itération, de sprint, on va garder ce mot-là. Et puis, on a le manager de projet qui est un peu le facilitateur. Sauf qu'en fait, dans le bâtiment, le manager de projet, c'est un peu aussi le chef de projet. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi. Et en fait, dans le quotidien de cette équipe-là, il va falloir qu'on règle des itérations, des user stories. Et en fait, si je reste sur un principe du Lean qui est de décomposer, standardiser tout ce que je fais, on part bien d'une zone d'étude, donc un endroit dans le bâtiment que je vais travailler, un étage, des niveaux de parking, je sais pas, sur lequel je vais avoir donc des sujets que je vais devoir traiter. On a essayé de faire un parallèle avec les user stories, c'est les sujets fonctionnels, programmatiques, environnementaux, techniques, constructibilité de chantier, d'autres. Dans chacun des sujets, je vais donc avoir des itérations qu'il va falloir que je traite. Des itérations sur la technique, sur l'optimisation de la structure, des itérations sur les labels. Et donc, je peux, de façon conceptuelle, quand je vais travailler sur une itération, attribuer des tâches à chacun. Et cette démarche-là, où on retrouve le principe de la standardisation, fait que par rapport à une histoire qu'on va se raconter, on va pouvoir développer bien plus facilement notre sujet. Donc, si j'essaie de le mettre un petit peu en musique, je vais dire, je pars avec le maître d'ouvrage au départ qui me donne un certain nombre de données à étudier, et puis on va se dire qu'il y a certaines itérations à faire. Avec un mode collaboratif, je mets en place toutes les itérations que je dois faire, et puis ensuite, je vais travailler, pour chaque itération, je vais travailler sur vraiment un spécifique de rentrer dans une méthode de sprint. On parle de 2 semaines, je pense que pour le bâtiment, c'est un peu court, il ne faut pas aller un peu plus loin, où on va travailler sur comment est-ce qu'on s'assure qu'au bout de 2 semaines, ou un peu plus, on arrivera effectivement à trouver la bonne solution, ou pas, ou revenir sur quelque chose de différent. Ce qui fait qu'au bout de mes 2 semaines, j'ai bien ma validation, la revue de si ça a marché, et puis je pars sur un fonctionnement sprint. Donc nous, c'est comme ça qu'on a vu le parallèle entre la méthode agile qu'on a comprise, la méthode Scrum, pardon, qu'on a comprise utilisée dans l'informatique et le développement des études. Si on revient à la slide juste d'avant, excuse-moi, le découpage que tu proposes, c'est un découpage un peu générique qui peut s'appliquer à un peu tous les projets, ou c'est un découpage qui va être fait spécifiquement pour chaque projet, donc avec un temps dédié à ça? Le découpage, il doit être fait pour chaque projet. Il y a des sujets qui sont des sujets de user story ne sont pas les mêmes pour chaque projet. Donc, pour moi, c'est pour expliquer le propos. Mais ensuite, typiquement sur ce travail sur l'hôpital, aujourd'hui, on parle de la question, c'est comment est-ce que je vais améliorer le flux, par exemple, des patients. Donc, le sujet, c'est le flux des patients. Et derrière les sujets sur lesquels on va travailler, il y a la question du fonctionnel, il y a la question de la sécurité incendie, il y a ces différents sujets-là. Donc, la user story, elle s'écrit avec le client par rapport au sujet qu'on doit traiter sur un projet. Et elle peut être, je veux dire, on n'est pas obligé de traiter tous les sujets comme ça, enfin, on n'est pas obligé d'être complètement holistique de tout. Surtout pas. On peut focaliser une démarche un peu plus lean, par exemple, ou agile, sur des sujets plus précis, quitte à laisser un petit peu, parce qu'on a un savoir-faire sur d'autres sujets qui ne nécessitent pas forcément, ou en tout cas, on pense qu'il n'y a pas forcément de la valeur à ajouter
sur ces sujets-là, donc on n'a pas forcément besoin de prendre le temps de mettre en place une méthode spécifique. On est bien d'accord. Ça se prête des fois sur lesquels on va sentir qu'il y aura des itérations à faire. Et puis, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas du tout besoin de passer par là. Aussi dans l'idée de un moment, quand il faut franchir la première marche, on ne peut pas forcément tout faire du premier coup. Donc, peut-être se focaliser au début sur 2-3 sujets spécifiques. Et c'est pour ça que, alors, si je reprends ce que je montrais là, derrière, en fait, on va. Donc, la vision qu'on a, nous, c'est qu'on part bien d'une zone de travail. Donc, il y a un espace dans le bâtiment ou dans la construction où on va se dire voilà le sujet qu'il faut qu'on traite. On va définir les tâches de chacun. Et ensuite, dès le départ avec les équipes, on va mettre en place que toutes les 2 semaines, par exemple, on va se retrouver pendant 2 jours pour valider ces itérations ou pas. Et puis ensuite, on va bien mettre en face derrière une question de coût, de valider le coût. Typiquement, cette démarche-là, elle a été utilisée par Snoeta sur la construction le bâtiment qui est à Oslo, c'est l'Opéra, si je me trompe. C'est comme ça qu'ils ont développé le bâtiment en disant on se retrouve tous les 2 jours, on a des sujets qu'on doit traiter, on décide, il faut qu'on puisse décider toutes les 2 semaines quel sujet on doit encore pousser devant nous, quel sujet on doit encore retravailler. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va travailler sur la production de la maquette qui va me permettre après d'améliorer, d'optimiser au maximum le projet tel que je vais faire avec des remises de maquettes qui sont toutes les semaines. Et donc, il y a bien un moment où je vais travailler sur la question de l'itératif, de la conception, du concept, et puis il y a un moment où je vais travailler sur la question de la production, ce qui n'empêche pas d'intégrer après des modifications demandées par le client. Puis les Corel, les choix techniques, la partie choix technique, on va dire, de la partie production, d'un plan, d'une maquette. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est qu'avant de se lancer un moment dans la production d'un plan ou d'une maquette, il y a besoin d'avoir une vision assez claire de tous les concepts du projet. Le plan ou la maquette, ça permet d'exprimer ces concepts-là et après de les tester pour être sûr que ce sont les bons. Voilà. L'architecte, il va faire par exemple un croquis. C'est sur la base de ce croquis qu'il peut interagir. Mais c'est vrai que nous, on va assez vite aussi sur la production d'un plan pour pouvoir montrer ça à nos partenaires, discuter dessus. Et ce plan, on le fait en maquette parce que ça va. Ouais. Tout à fait. Mais après, pour moi, la maquette, lorsqu'elle va rentrer en ligne de compte, c'est lorsque tout le monde va commencer à mettre ses informations sur la maquette. Parce qu'au départ, que l'architecte décide de travailler en Revit, en AutoCAD, voilà, c'est son choix. Et après, suivant les habitudes, certains vont préférer peut-être Revit. Mais par contre, pour pouvoir travailler avec les autres, ils ont besoin après d'être tous ensemble sur la maquette. Donc là, c'est là où moi je décorrèle les choses. C'est-à-dire que pendant les 2 premiers mois, il n'y a que l'architecte qui peut travailler sur la maquette. Oui. Il y a une question que je vais noter. Alors, si je suis ingénieur, non, c'est pas là. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange entre contraintes, exemple sécurité incendie, et valeur ajoutée pour l'utilisateur? Bien sûr. La contrainte faisant partie du DOD de l'US. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça, pour m'expliquer. Olivier, tu peux prendre la parole si tu veux développer un petit peu, ça serait peut-être plus simple. Et puis là, je pense qu'on rentre vraiment aussi dans le schéma aussi d'avant, était montré un peu vraiment la manière dont tu interprétais un peu l'agilité. Donc, s'il y a des gens qui viennent de l'agilité, ce serait intéressant aussi qu'ils réagissent. Ouais, le DOD, hein, ça vient de l'IT. Enfin, oui, non. C'est la définition du done. C'est ce qui permet de dire qu'une user story est finie. Dans le sens où on va y mettre dans cette définition, d'ailleurs c'est quelque chose que l'équipe décide par elle-même. Elle se donne ses propres contraintes suivant le projet, suivant ses trucs. Et en gros, c'est ce qui définit que l'US est terminé. Parce que tout à l'heure tu parlais de dire que tu es sûr que c'est terminé. Ouais. Et je voulais savoir si parce que je voyais plein de sujets en fait dans le slide d'après. Il y avait pas mal de choses qui ressemblaient à des contraintes, en fait, qui étaient plus des critères que vraiment de la valeur ajoutée pour le correspondant à une US, en fait. En tant que patient, je peux circuler facilement dans l'hôpital afin de, etc., etc. Je sais pas si tu me suis. Oui, en fait, si je reviens là-dessus, alors, c'est ça. Oui. En fait, quand on regarde là-dessus, par exemple, si je prends n'importe quoi, je prends la question de
de la question des façades. Donc, c'est un sujet qui va être de comment est-ce que je vais concevoir ma façade pour m'apercevoir si ma façade répond effectivement à ce que veut le client ou je peux l'améliorer. Donc là, moi, c'est des thèmes que je donne. Ensuite, ce qui pour nous est assez évident, c'est que ces thèmes-là, d'une part, ils s'adaptent au projet par rapport à ce que le projet doit développer. Quand on parle par exemple des structures, il y a bien un moment, une itération à avoir sur quelle est la solution la plus intéressante entre poteau-poutre, béton, bois, parce qu'on a des liens avec les labels ou des choses comme ça. Ok. Bon, après, je connais pas le bâtiment, c'est pour ça que je me rends pas compte. Merci. Donc, dans le bâtiment, on a un certain nombre d'a priori, de choix qu'on sait qu'on va devoir faire. Peut-être que dans l'informatique, on est peut-être plus libre en se focalisant uniquement sur le résultat. Peut-être que c'est un a priori dans le bâtiment où on se dit on doit faire un choix béton ou métal, mais peut-être qu'il faudrait s'interroger sur d'autres aspects du bâtiment pour finalement arriver au choix entre le béton et le métal. Ouais. Donc, je pensais notamment à des versions dégradées, hein, c'est pour ça. Par exemple, est-ce que je peux faire une première itération, je conçois quelque chose sans la sécurité incendie, par exemple, si je non. En fait, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas passer outre. Typiquement, la sécurité incendie, je ne peux pas passer outre. Je peux passer outre la question du coût. Mais après, je sais que derrière, j'ai un risque de refaire les choses parce que le client va me dire « Oh là, stop, ça ne marche pas ». Je peux passer outre à un moment la question du… qu'est-ce que je pourrais passer outre? De l'environnemental, parce que en fait, des fois, on va se poser des exigences environnementales et puis après, on va se rendre compte qu'elles ne sont pas si fortes que ça. Okay. On va dire qu'il y a des sujets où on va se mettre des objectifs, particulièrement pour l'environnement. Est-ce qu'on va avoir un label? Est-ce qu'on a des niveaux de qualité? C'est vrai qu'il y a d'autres où la sécurité incendie, bon, quand on conçoit, même quand on fait le tout début du design, inconsciemment, on sait que si on a potentiellement un couloir en cul-de-sac de plus de 10 mètres, ça va jamais marcher. Donc, on l'a quand même dans un coin de la tête à tout moment, quoi. C'est plus une contrainte qu'on suit en permanence qu'un sujet en tant que tel. Par contre, peut-être à un moment où on va faire une passe de vérification de la sécurité incendie pour vraiment là dire, OK, notre projet, on est sûr à 100% qu'il est conforme. Mais on se sera quand même toujours posé la question à tout moment, quand on va dessiner un couloir ou une distribution de locaux, est-ce qu'il y a des cul-de-sac de plus de 10 mètres, est-ce que les escaliers sont bien à telle distance. Donc, ce n'est pas tout le temps un sujet en tant que tel, mais on le traite quand même au fil de l'eau. Donc, autour de ça, donc après, il y a la question de l'affectation des tâches. Donc, on va utiliser la méthode du Scrum-Ban. Donc, du Scrum-Ban qui est évidemment, suivant l'importance de la tâche, de se dire par type de user story, voilà le nombre de tâches qu'il faut faire. Et puis après, travailler sur, non pas avoir 50 tâches en même temps, mais travailler sur la limitation du nombre de tâches pour être sûr qu'on avance effectivement les sujets et qu'on ne soit pas en train de vouloir traiter en parallèle tous les sujets, ce qui fait que on n'avance pas. Et je pense que là-dessus, c'est une des grosses problématiques qu'il y a aujourd'hui dans le secteur de la construction, c'est qu'on veut pousser tous les sujets en même temps et qu'en fait, on n'arrive pas à aller au bout des sujets. Donc, on est bien sur une démarche de j'ai un certain nombre de tâches à faire qu'on aura défini au départ et avec ce principe du lean où on va tirer la tâche, je vais regarder quand est-ce que la tâche qu'ils sont à faire en cours et puis la tâche qui sont finies. Donc là, je trouve que on est vraiment sur le Kanban qui a été au départ mis en place dans le lean il y a une vingtaine d'années, je crois, en plus. Et en fait, c'est vraiment visuellement comment est-ce que je montre qui doit faire quoi et que je puisse vraiment suivre là où en sont les gens. Et ça, je veux dire que dans le secteur de la construction, c'est un support extrêmement fiable. Okay. Et ça nous permet derrière, donc dans l'esprit qu'on a pour échelonner un peu, c'est donc je retrouve ce qu'on appelle la planification LPS. Donc ça, c'est une version un peu schématique sur lequel vous voyez par étage, en fait, j'ai commencé à dire, voilà donc je suis dans la démarche de la conception itérative.
voilà les différents sprints sur lesquels je dois travailler. Donc, chaque couleur correspond à l'intervenant d'une technique, ce qui me permettra derrière d'avancer mes sprints ou de refaire mes sprints. Je définis ici les données d'entrée que j'ai, qui sont essentiellement les données d'entrée du client. Donc ça, c'est ce qui me permet de travailler. Et puis, les différents jalons que je dois avoir avec l'équipe pour pouvoir fonctionner. Et une fois que j'ai avancé là-dessus, je peux derrière commencer ma production. Donc, on dissocie la partie géométrie de la partie données pour que la maquette que je vais produire une première fois sur les espaces du commerce et rez-de-chaussée, et bien ensuite, de façon itérative, je puisse la produire derrière. Donc, cette démarche-là, c'est là où, en fait, le Lean, qu'est-ce qu'il me dit? Le Lean, en fait, il va me permettre de dire, il faut qu'au plus tard, j'ai terminé cette conception itérative pour que derrière, j'ai suffisamment de temps pour produire de façon cohérente ma maquette et donc donner un projet de qualité à mon client. Donc, c'est là, en fait, on va mettre l'agilité par rapport à nos sprints et le Lean pour tirer l'ensemble des études vis-à-vis de ce que veut le client. Ça, c'est un aspect, je trouve, très intéressant, le mode rétro-planning, de se bloquer. En effet, on connaît quand même les temps de production à peu près pour certaines parties ou certaines configurations de projet, en particulier en maquette numérique. Et donc, de se dire à l'avance, voilà, on sait que les points clés de la conception, c'est ça, 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 et il faut qu'ils soient réglés avant telle date, c'est assez intéressant. Et donc, pour toi, du coup, la partie un peu itérative, agile, elle se met forcément en amont de cette partie. Et après, on bloque une partie pure production derrière. Oui, tout en disant, enfin, je ne vais pas dire que quand on est dans la partie production, s'il y a des modifications, on ne les prend pas. Ça, c'est pas possible. Quand on produit, on va s'apercevoir qu'il y a éventuellement des problèmes. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a lancé quelque chose où le socle, le point de départ, il est suffisamment abouti et réfléchi pour qu'on puisse en effet le développer derrière. On est dans un mode Lean parce que ce type de planification-là, c'est chaque personne qui va à un moment prendre son engagement et poser la tâche qu'il va faire à tel moment. Donc, cette planification-là, elle a été faite par l'ensemble de l'équipe. Ce n'est pas une personne extérieure qui va la faire. Et ce qui fait que derrière, l'équipe, elle a déjà compris comment est-ce qu'elle allait travailler et développer son projet en comprenant quand est-ce qu'elle allait itérer, quand est-ce qu'elle allait produire, quand est-ce qu'elle avait besoin d'informations du client. Et derrière, donc, ce mode LPS, donc Last Planner System, qui est vraiment l'outil du Lean, on a cette vision qui est à long terme. On va se dire, tiens, dans 6 semaines, si je dois faire ça, de quoi j'ai besoin? Donc, on va s'assurer qu'on a bien toutes les informations qu'il nous faut pour le faire 6 semaines plus tard. Et puis ensuite, on va faire la vérification à la semaine pour être sûr que chaque semaine, on fait bien les tâches qui doivent être faites. Et donc, pour qu'on donne là-dessus une visibilité, on a besoin d'avoir derrière forcément un certain nombre d'indicateurs. Donc, c'est là où on retrouve aussi des choses qui sont le propre de l'industrie, où en fait, on va pouvoir à la semaine, par rapport à différents intervenants, dire où est-ce qu'on en est des tâches qui sont faites, pas faites, en retard. Et là, tout de suite, voilà, l'équipe sait qu'elle avance ensemble et que s'il y en a un moment qui décroche, quelle que soit la raison, on sait en tout cas s'en rendre compte assez rapidement et on sait pouvoir traiter les choses. Et la deuxième chose qu'on veut mettre en place, puisque comme on considère que c'est la maquette, c'est le BIM qui nous permet de faire le socle du partage des données, c'est des outils d'avancement de la maquette. Donc, pour chacune des maquettes, celle de façade, CEA, fluide, structure et puis des poids VRD, on a des outils pour pouvoir savoir où est-ce qu'on en est de la modélisation LOD, LOI, le niveau de collaboration, donc l'utilisation effectivement de la maquette. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe avec un BIM manager pour être sûr que derrière, on a une équipe qui avance vraiment, qui se sert de la maquette comme étant un outil, non pas juste de production de plans, mais un outil de conception. Et ça, c'est quoi? Tu automatises des maquettes qui vont donner le niveau d'implication et d'information. Donc, c'est pas du tout là où on va traiter les clashs, par exemple. On ne va pas du tout traiter. Ce qui compte, c'est comment est-ce que le niveau de modélisation de la maquette est fait. C'est assez arbitraire ou quoi? Est-ce que l'idée, c'est de vraiment, on va dire, rentrer dans un système un peu de contrôle pointilleux, éventuellement, ou c'est plutôt de montrer l'évolution des choses? C'est-à-dire, on se donne des indicateurs un peu arbitraires, et puis l'important, c'est que ça aille dans le bon sens. En fait, l'important, c'est que ça aille dans le bon sens, mais l'important, c'est que tout le monde aille dans le bon sens. Et que des projets où un des gaspillages qu'on a extrêmement régulièrement, c'est l'architecte avance sa maquette,
Et puis derrière, en fait, il va recevoir très tardivement la maquette structure et fluide. Et puis, il faut tout reprendre, les gaines, voilà. Donc, c'est ça la question. Voilà. Après, le côté arbitraire, il est juste de donner l'information et puis d'avoir une approbation des gens à faire ça. Si les équipes refusent d'être dans cette dynamique-là, on ne va pas l'imposer très longtemps parce qu'ils ne voudront pas jouer le jeu. Oui, il faut aussi au début qu'il y ait un moment où, en fait, il y a une phase où on se mette des règles du jeu, quoi. Et que tout le monde accepte ces règles du jeu, ce qui n'est pas forcément évident. Déjà, les règles du jeu implicites, on a du mal à les respecter, mais peut-être quand on les explicite, peut-être que ça aide aussi avec des indicateurs à faire prendre conscience aux gens qu'il faut jouer le jeu pour que ça fonctionne bien. Oui, et puis là, le point majeur, c'est qu'en fait, tout le monde est au même niveau. Hein. Il n'y a pas, l'architecte qui a un niveau différent des autres partenaires, c'est tout le monde est au même niveau. C'est-à-dire que, et même, on a des indicateurs sur le maître d'ouvrage. On ne va pas à un moment avoir un traitement différent suivant les personnes. Et c'est là où il y a, même dans ces démarches de cellules intégrées, on considère qu'on est une équipe qui avançons un projet et que si on veut avancer sur le projet, il faut que chacun, quelle que soit sa position, travaille pour le projet. Juste pour revenir, parce que tu parlais un peu à un moment du fameux problème, donc voilà, on reçoit la maquette et puis de l'ingénierie par exemple, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Alors soit on doit faire des remarques, soit aussi nous, on doit modifier des choses dans la maquette. Donc pour revenir un peu sur ton schéma tout à l'heure, où il y avait un peu un bloc de conception, où là tu disais que c'est pas forcément à un moment, c'est plus par des schémas et des choses comme ça, et après un bloc de production de la maquette, j'ai l'impression quand même que les deux peuvent être un peu plus intriqués que ça, non? Pour la partie architecte, oui, tout à fait d'accord. Lancer les maquettes d'MNI et de structure sans que les concepts soient effectivement validés tant sur la partie technique que sur la partie coût, on va pouvoir la faire après, quoi. Donc, là, justement, j'étais à une réunion dans un groupement qui travaille sur une ligne du Grand Paris, et il y avait un bureau d'études qui présentait un concept de maquette bêta. Et donc, en fait, ils avaient modélisé les uns à côté des autres tous les locaux techniques et maquetté tous les locaux techniques qui étaient demandés au programme, mais c'était vraiment comme un schéma. Mais quelque part, ils pouvaient envoyer ça à l'architecte et il pouvait charger ça dans son projet et puis il déplacer la maquette pour mettre le maquettage de tel local à tel endroit pour voir si ça marche. Et puis après, on déplace la maquette dans un autre endroit. Et donc, finalement, assez en amont, l'ingénierie pouvait déjà fournir un maquettage un peu type qui donnait des notions déjà à l'architecte de taille de locaux, de contraintes déjà à respecter. Et parfois, je me dis quand même, il y a une partie de la production qui pourrait quand même remonter un peu plus en amont. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas d'idée arrêtée là-dessus. Je trouve juste qu'à un moment, il y a une réponse par rapport à un projet. Si on est sur un projet où il y a une énorme contrainte, par exemple sur la question des locaux techniques, je sais pas, à cause du sous-sol ou des choses comme ça, bien sûr, ça peut avoir un sens. Mais il y a un moment, c'est bien quand on va lancer le projet qu'on va se dire, mais voilà ce dont on a besoin pour à un moment maîtriser au maximum le risque. Peut-être qu'on peut identifier quelques locaux techniques dans lesquels il faut le maquettage en phase très amont, et c'est uniquement ceux-là qui sont fournis. Pour pas éventuellement, évidemment, rentrer dans une surmodélisation trop tôt. Il y a Anthony Carta qui nous dit que le BET doit le maquettage dès l'APS. Le droit en BIM dès l'APS. Anthony, peut-être tu peux témoigner aussi là-dessus. Oui, pour travailler sur un projet similaire que présentait Vincent, je travaille sur un hôpital à Paris, l'Institut Curie, je ne sais pas si ça vous parle. Donc là, on est en rénovation sur un bâtiment R+9 sous-sol -4. On est à l'APS, donc l'architecte s'occupe de faire toute la maquette existant projet en incluant les études de la structure. Et là, moi, en tant que BIM manager, je suis en train de réaliser toutes les informations à récupérer en tant que fiche PTD. Et ce que je demande aux spécialistes CVC et électricité, c'est de maqueter leur appareillage pour pouvoir intégrer ça au projet, parce qu'on ne pourra pas se permettre de déplacer les locaux plus tard, surtout dans un projet spécifique comme ça. Est-ce que vous avez identifié un certain nombre de locaux ou c'est plus exhaustif? Des niveaux même. Pour le CVC, au départ, l'architecte il souhaitait mettre les locaux techniques au R-4,
au sous-sol -4. Mais on a lui expliqué que les prises d'air, c'était pas possible au sous-sol -4 et que du coup, il fallait remonter. Pareil pour l'électricité, le poste transfo, il était au sous-sol -1 et Enedis ne valide pas ça. Donc du coup, on a remonté les locaux techniques au rez-de-chaussée et on n'est qu'à la PS. En effet. Après, moi, sur les questions de réhabilitation, moi, j'ai toujours une petite réserve, c'est qu'en fait, on nous donne des relevés, des nuages de points en disant on a fait le relevé 3D de tous les locaux. Et en fait, comme la structure est rarement mise à nu, parce que en fait, tous les travaux de curage n'ont pas été faits, et qu'on prend aucune marge de manœuvre, et ben en fait, forcément, derrière, on va avoir des reprises à faire au niveau des plans. Au début de comment sont effectivement les bâtiments avant curage, et que donc derrière, on va vouloir rentrer les choses et qu'en fait, on n'a pas ce qu'il faut pour ça. Donc, moi, je sais que pour avoir travaillé sur quelques réhabilitations, en fait, on poussait plus la partie fluide, par exemple, à donner des encombrements globaux pour pouvoir être sûr qu'on n'avait pas de problématique majeure de synthèse, plutôt que de rentrer dans un détail. Après, il y a un travail peut-être d'abstraction d'un certain nombre de sujets pour ne pas aller trop vite dans le détail. Mais ce processus d'abstraction, il pourrait être peut-être plus formalisé, donc d'avoir des étapes, comme tu disais, d'occupation globale. Moi, ce que je vous montre là, ça s'adapte forcément à tous les projets en se disant de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on doit plus développer ou moins développer, parce qu'il y a un moment, on fait bien une réponse à un projet. On n'est pas en train d'appliquer une méthode de la même manière, quel que soit le projet. Ce qui est plus important, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on veut faire ça, non pas pour les équipes, mais c'est d'abord pour le projet et que les équipes se retrouvent là-dedans. Et c'est ça qu'on veut chercher. Et qu'on veut, après, on veut se dire, mais si on veut réduire tous les gaspillages pendant en études, il faut savoir utiliser à bon escient la maquette. Suivant les cas, ça sera évidemment différemment, mais il faut savoir effectivement l'utiliser. Et il faut savoir effectivement planifier ça pour que l'équipe sache comment elle va pouvoir. Et quand tu mets en place des indicateurs comme ça, comment tu fais pour qu'en effet ça soit pris pour une incitation à bien faire et pas pour un processus de contrôle coercitif? Je te dis, c'est le fait que tout le monde soit au même niveau, ça permet à tout le monde d'apprécier le fait que c'est pour travailler ensemble. Après, j'ai des exemples où il y a des bureaux d'études qui m'ont dit non mais attends, moi jamais tu me donneras ça parce que je donnerai les choses à la fin. Et tant que c'est pas contractuel, on ne peut pas l'imposer. Donc je vais pas pouvoir l'imposer. Maintenant, si les gens pensent que ça a un intérêt et les projets sur lesquels je l'ai fait, c'est le retour que j'ai eu, ils le feront. Hein. Okay. Bon, les rituels, c'est le parallèle que j'ai essayé de faire entre la question des sprints, donc pour les itérations de conception, la question des rendez-vous d'itération, comme on a dans l'informatique, le stand-up meeting. Alors, c'est compliqué dans le domaine du bâtiment parce qu'on est rarement ensemble. Donc, ça serait plus aujourd'hui quelque chose qui est soit un entretien téléphonique où c'est plus évident, soit en effet une fois par semaine, mais c'est compliqué dans le monde de la construction de se voir tous les jours, sauf quand on est sur le chantier. Ça, on en a parlé dans un précédent meet-up, mais c'est vrai que c'est un processus qu'on a, nous, par exemple, expérimenté chez Enya, mais sur des équipes de projet, mais c'était que entre architectes. Mais bon, déjà, une équipe de projet de 5-6 personnes, donc c'était assez utile. Ouais. Malheureusement, on n'a pas pu agrandir, en effet, la problématique de différentes entreprises qui sont chacune dans leur coin. Ça n'a pas permis de l'agrandir à toute la maîtrise d'œuvre, mais bon, déjà en interne, ça peut déjà être une première étape pour… Il y a un projet, moi, sur lequel j'avais proposé à l'équipe donc on avait notre réunion de coordination hebdomadaire et on s'appelait 2 fois. Une fois pour être sûr des sujets qu'on devait traiter dans le cadre de la réunion de coordination et une autre fois pour pouvoir être sûr que les tâches qu'on s'était affectées lors de la réunion de coordination, on allait effectivement bien pouvoir les faire pour la fois suivante. Voilà. C'est vrai, c'est la notion finalement plus de rituel qui est importante, d'arriver à mettre en place, voilà, qu'il soit, si c'est pas tous les jours, c'est peut-être 2 fois par semaine, mais déjà de rentrer dans une ritualisation plus importante des processus, ça aide sûrement. Ouais.
Et puis la rétrospective de savoir revenir sur les choses qui ont bien ou pas bien fonctionné. C'est un sujet qu'on a traité. Voilà. Donc, manager les projets donc, avec ces 3 méthodes, voilà ce que pour nous, ça apporte chacune des méthodes. On a vu le Lean nous permet de vraiment comprendre ce que veut le client et travailler sur la valeur du projet pour le client. Le Lean nous permet de cartographier la remise des études et des modèles, et donc de faire ça en mode tiré. Ça nous permet de réduire le nombre d'itérations négatives. Le Lean nous permet de manager visuellement le projet en augmentant l'implication de chaque intervenant. Et ensuite, c'est vraiment la question d'avoir une démarche collaborative, donc avec la mise en place d'indicateurs, avec la mise en place de la planification collaborative, il y a un certain nombre de sujets. Le BIM, ce qu'on cherche à faire avec le BIM, c'est décomposer le modèle par section de travail en cohérence avec les études, d'utiliser le modèle pour faire des conceptions itératives et d'utiliser vraiment la maquette. Je sais qu'il y a des architectes qui font ça et c'est tellement pratique comme étant un support de conception dans le cadre des journées ou des réunions de conception. Ça, c'est vraiment très, très utile. Et enfin, la partie agile, ça nous permet d'augmenter la valeur du projet pour le client parce qu'on va faire des sprints itératifs pour trouver la meilleure solution. Et puis, ça nous permet aussi d'augmenter la réactivité des partenaires avec les panneaux Scrum, entre autres. Voilà. Donc, en fait, on pense que ces 3 méthodes-là, appliquées au domaine de la programmation et des études, vraiment vont vers l'efficience du projet et par rapport à ce qu'attendent nos clients, qui est aujourd'hui leur apporter le projet qui est maîtrisé tant au niveau du coût, des délais que de la qualité. Et c'est ce qu'on va chercher avec eux. Et puis après, ça nous permet aussi d'optimiser la durée globale qu'on va avoir sur les études. Là, tu nous proposes un package. Ouais. En fait, parce que moi, je pense que ces méthodes-là, elles sont. En fait, je dirais pas qu'elles sont complémentaires, mais le sentiment que j'ai, c'est qu'en fait, chacune apporte quelque chose à un moment dans l'efficience et dans l'efficacité qu'on peut avoir sur un projet. Et je pense qu'il faut en fait un peu piocher. Par exemple, de ce que j'ai compris du Scrum, c'est que c'est une méthode qui est quand même assez contraignante, avec des rituels qui sont très forts. Typiquement, moi, je n'ai pas encore trouvé comment appliquer ce genre de méthode que je ne connais pas assez, mais dans le domaine de la construction, alors qu'il y a des choses qui me semblent assez facilement applicables. Voilà. Mais c'est sûr que le point de départ par rapport à l'état d'esprit, c'est qu'en fait, on est focalisé, tant le client que les équipes, sur arriver à faire le meilleur projet. Enfin, c'est ça qu'on cherche. Ok. Justement, s'il y a des agilistes ou des gens qui connaissent un peu bien ces sujets-là, est-ce que ça sera. Nous, on a beaucoup parlé d'agile depuis le début un peu de la création un peu de notre communauté. Et c'est vrai que le Lean est arrivé un peu comme ça en te rencontrant et ça a été assez peu évoqué même par les personnes qui font de l'agilité. Donc, je voudrais savoir les gens qui font de l'agilité hors secteur de la construction, est-ce qu'ils croisent le Lean aussi parfois ou c'est quelque chose qui leur est plutôt étranger? Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir là-dessus. Olivier, je vois qu'il y a Laurent aussi qui s'est connecté. Ouais, alors moi, je suis pas dans le secteur de la construction. Déjà, je suis désolé, je suis vraiment pas du tout dans les bonnes conditions. J'écoute en pointillé. Sur Lean et Agile, est-ce que tu as une… Alors, dans l'informatique, donc on parle beaucoup d'agilité, mais on applique plein enfin, en gros, quand on veut faire de l'agilité sur un projet informatique, on applique plein de principes Lean. Et puis de toute façon, dans l'agilité, il y a plein de choses qui viennent du Lean. Hein. L'agilité n'a pas inventé grand chose non plus. Et en particulier, moi, je bosse en ce moment sur la mise en place d'un framework, donc d'un ensemble de pratiques agiles qui s'appelle SAFE, qui sont des pratiques pour permettre à des équipes agiles de travailler ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle l'agilité à l'échelle. Donc on fait travailler ensemble des équipes d'équipes. Et ce framework SAFE, donc qui a un ensemble de pratiques agiles, il se dit non pas agile, mais il se dit lean agile. Donc
donc ouais, on retrouve vraiment plein de choses dans le lean. Et moi, les quelques trucs que j'ai entendus là, c'est vraiment complètement en phase avec l'agilité. Il y a, à ma connaissance, très très peu de choses qui s'opposent entre les pratiques lean et les pratiques agiles. J'en vois pas d'ailleurs. J'ai l'impression que les pratiques lean sont plus à un niveau peut-être plus global et après les pratiques agiles sont plus. Ça cible, franchement, ça cible pas les mêmes choses. On trouve des points communs, mais tu vois, par exemple, sur l'amélioration continue, c'est un des principes fondamentaux du lean, de l'agilité aussi. Simplement, dans lean et Kanban, on va dire, il faut que l'équipe se pose de temps en temps pour s'améliorer. Dans Scrum, et ben on dit on fait une cérémonie qui réunit à telle personne à telle fréquence. Voilà. Donc en fait, on est sur ce point-là, par exemple, on est plus précis. Sur les tableaux Kanban, par exemple, on va avoir quasiment toutes les équipes agiles utilisent un tableau Kanban, mais elles ne vont pas mettre en place les pratiques de limiter le work in progress, des choses comme ça, ou mesurer un certain nombre de choses qui se font en Kanban et qui se font pas dans l'agilité. Mais si ça se fait pas dans l'agilité, c'est pas parce que c'est contraire. Et c'est parce que c'est pas encore assez agile pour mettre en place ce genre de truc. Je suis désolé, c'était peut-être un peu confus ce que je raconte, mais. Non. Olivier aussi, tu veux peut-être ajouter? Ouais, peut-être juste un truc. Enfin, je pense que c'est pas la peine de les opposer en fait, parce que ça fait partie un peu de la même famille et il y en a plein qui empruntent. Enfin, l'agilité emprunte à plein de choses. Et c'est vrai qu'après, par exemple, dans Kanban, le work in progress, je pense que l'idée c'est à peu près la même chose que dans le lean. Alors, lean, je connais pas beaucoup, malheureusement. Il y a un truc que j'ai retenu, c'est sur l'économie de moyens en fait dans lean. C'est pour ça que tout à l'heure, le côté itératif, j'ai l'impression qu'on fait quand même partie aussi pas mal de l'esprit lean, dans le sens où on va essayer de trouver une solution la plus simple possible aussi à un problème. Voilà. Mais globalement, ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans l'IT. Hein. C'est assez rigolo parce qu'au final, si je connaissais le bâtiment, je pourrais quasiment en fait aider des équipes dans le bâtiment. Voilà. Il y a des trucs après, je comprends pas, qui sont plus techniques, mais globalement sur sur l'approche, ouais, il y a des trucs. C'est l'approche qu'en IT, quoi. C'est l'origine de ce groupe de réflexion et de ces meet-up. Hein. C'est qu'on s'est rendu compte que effectivement, il y avait plein de choses qui étaient très similaires. Après, il y a quelques différences. Hein. Il y a des choses qui oui, j'avoue que j'étais un peu perdu sur parce que normalement, je sais pas si j'ai bien compris, mais il m'a semblé que les sprints étaient finalement définis à l'avance avec des tâches définies à l'avance, c'est ça? En fait, lorsqu'on va développer les études, on va se dire les sujets sur lesquels on va devoir faire les sprints. Et en fait, ce qu'on définit par contre, c'est le moment où il faut qu'on ait résolu, on ait trouvé la bonne solution. Ensuite, tout ce qui va se passer en amont, c'est là où on va être sur une démarche itérative. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas définir tous les sprints, on va définir le choix technique qu'on va devoir faire, à quel moment il va falloir qu'on fasse un choix pour une user story. Et ensuite, on va rentrer dans le détail des sprints. D'accord. Je suis désolé parce que j'ai un orage chez moi et en fait j'ai la pluie qui tambourine sur mes fenêtres. J'entends pas grand-chose. Ok. Moi j'avais juste une réflexion en fait, une question, c'était parce que là en fait tu parles de sprint, etc. Donc en fait tu es dans l'esprit plutôt parti sur du Scrum, mais au final moi Scrum tel que je le conçois c'est vraiment alors c'est un cadre de travail hein, déjà non, mais surtout c'est assez exploratoire, c'est-à-dire que c'est vraiment intéressant pour quand on a des sujets qu'on ne maîtrise pas. Et au final, je me demande si
du Kanban finalement. C'est pas juste, enfin, ce serait pas juste du Kanban. Parce qu'en Kanban, il n'y a rien qui interdit de faire des itérations, de se faire des rendez-vous d'amélioration continue, de faire des daily meetings. Après, on peut les appeler comme on veut. Je dis ça parce que du coup, la confusion elle se fait souvent même en IT au final. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. En IT, très souvent, on oppose. C'est pas qu'on oppose, c'est qu'une équipe, elle se pose la question, est-ce que je travaille en Scrum ou est-ce que je travaille en Kanban? Alors qu'en fait, dans la réalité, c'est des pratiques qui sont complémentaires, en fait. On peut très bien faire les deux, finalement. Et c'est ça qu'on appelle Scrumban, finalement. Je simplifie un tout petit peu quand même, parce qu'il y a quelques petits trucs peut-être que quelques aspects de Scrum qu'on ne fait pas en Scrumban et quelques aspects de Kanban peut-être. Ouais, parce qu'il n'y a pas la notion de flux tiré, notamment en Scrum. En fait, Oui, tu peux très bien déplacer les tickets en arrière, alors qu'en Kanban, c'est pas possible. Oui, tout à fait. Ouais. C'est là où le Kanban ou le Scrumban sont plus compatibles avec l'esprit Lean. Oui. Exactement. Ouais. Ouais. Mais dans les grandes lignes, une équipe agile qui commence avec du Scrum, quand elle atteint vraiment une super maturité, qu'elle devient hyper agile, elle se tourne naturellement vers plein de pratiques Lean. Juste une petite précision pour Olivier, tu disais que tu connais un peu Kanban, mais que tu connais pas Lean. Kanban, c'est des pratiques Lean. Ouais. Ok, ben voilà. Ouais, finalement, merci. Kanban, c'est Lean. Ok. Donc oui, donc finalement le Kanban ou le Scrum peut-être est la porte d'entrée et la marche peut-être aussi la plus simple. Et bah pour aller justement retourner plus vers le côté BIM manager, donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont là, qui font du BIM au quotidien. Donc on pourrait se demander un peu par où commencer. Alors évidemment, on peut travailler avec toi, Vincent, mais pour essayer quand même l'idée c'est de diffuser au maximum cette approche agile ou lean. Et donc quelle serait pour toi la première marche un petit peu pour essayer de tester, d'appâter aussi un petit peu les gens, parce tu le disais au début de ta présentation, la résistance au changement, c'est quand même la première des problématiques. Donc d'avant de vraiment s'engager dans une démarche agile ou lean, peut-être d'aller travailler avec un consultant, qu'est-ce que chacun peut faire déjà en commençant un projet pour essayer de franchir, de casser une première barrière et de franchir une première étape pour aller vers une démarche un peu plus lean, un peu dans ton cas. Moi, je trouve que la première question, c'est que des fois, en fait, on reçoit des cahiers des charges de l'AMO BIM qui va développer le projet comme si c'était un projet standard. Et en fait, on ne se pose pas la question de comment est-ce qu'on utilise le BIM. Tout à l'heure, quand M. Cartin disait moi, j'ai besoin à partir de l'APS, très bien, mais c'est parce que derrière, il y a une réflexion par rapport à ça. Et je trouve que on se lance dans des études comme ça sans avoir réfléchi à l'utilité de la maquette et à quoi elle sert. Et je pense qu'une fois qu'on aura la première question qui est pourquoi est-ce qu'on sert de la maquette, ça permettra dès le départ de se dire mais qu'est-ce que chacun doit fournir pour que cette maquette me serve effectivement à quelque chose. Donc moi, je trouve que c'est le premier point. Ça. Et ensuite, c'est une fois qu'on a défini ça, par rapport à ça, si on dit que la maquette, en effet, est un outil, par exemple, de conception ou pas, eh ben, c'est là où, en fait, on va impliquer les gens de façon différente. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans trop de sujets sur lesquels j'ai pu travailler, en fait, la maquette était faite et de façon parallèle ou conclusive, sauf que le maître d'ouvrage là-dessus disait après, mais pourquoi est-ce que je paye ça? Parce qu'en plus, je vais devoir derrière refaire une maquette en phase travaux, puis peut-être une autre en phase d'exploitation. Donc, en fait, il n'y avait pas trop d'utilité. Donc, c'est pour ça que je trouve que la première démarche, c'est pourquoi je fais une maquette, à quoi va me servir, et qu'ensuite, en fonction de la cohérence qu'on aura donnée là-dessus, du bon sens, on va pouvoir commencer à demander à chaque intervenant de ramener plus ou moins d'informations ou pas dans la maquette. Tu veux dire déjà mettre la maquette un peu au cœur des processus? Ah oui. Ah oui, parce qu'en fait, pour moi, le seul intérêt du BIM, c'est avant, quand je voulais partager une donnée,
soit je recevais un plan avec des informations, soit j'avais un CTP, soit j'avais un mail, soit voilà, j'avais plein d'endroits qui faisaient qu'à aucun moment j'étais sûr d'avoir la bonne donnée. C'est l'intérêt de la maquette. Donc, renforcer le rôle central de la maquette, mais bon, il y a pas mal de projets où maintenant, on dit on travaille en BIM, alors on ne travaille pas forcément très tôt, mais on va dire qu'une phase APD, en général, ça commence un peu avec tout le monde. Donc là, quelle couche supplémentaire on peut ajouter? Et question un peu connexe, c'est pour un certain nombre de BIM managers, il faut, on rédige donc un document qui est la convention BIM, qui va justement permettre en particulier de régler les points techniques que j'évoquais au début de la présentation. Qu'est-ce que dans cette convention BIM, justement, on peut commencer à injecter qui va permettre d'ajouter des briques méthodologiques? Je trouve que là, à partir du moment où les maquettes sont lancées, ce qui doit être ajouté, c'est la question de la planification des maquettes. C'est comment le bâtiment est décomposé et comment est-ce qu'on va planifier chaque remise de maquette qui après va rentrer dans un process d'itération. Aujourd'hui, moi, le projet sur lequel je travaillais, en fait, on disait, tiens, j'attends la maquette structure, après la maquette archi, après la maquette MNI. Et en fait, les maquettes entre elles, la seule corrélation qu'en tout cas moi je voyais, c'était la question de on va faire l'analyse des clashs. Ouais. Et en fait, je trouve que par rapport à ça, le fait justement, lorsque le BIM manager prend la main avec ou son coordinateur d'études pour pouvoir dire, pour qu'on puisse faire un travail et utiliser la maquette, il faut qu'on planifie ensemble dès maintenant par rapport à tel élément, la remise de telle maquette, et ainsi de suite. C'est là où on va pouvoir utiliser effectivement la maquette. Et ce n'est pas quelque chose qui est demandé aujourd'hui au BIM manager. Ce qui est prépondérant aussi, c'est les phases de lancement de chaque phase. Enfin, moi, j'assimile vraiment la méthode agile à des sprints par phase de la PMOP. On va dire l'esquisse, l'APS, l'APD. Moi, mon sprint, il est là et chaque corps d'état a son sprint à l'intérieur de mon sprint, à savoir la phase. Et ce qui est vraiment prépondérant, c'est la phase de lancement où là, il faut qu'il y ait vraiment tous les acteurs, aussi bien architectes que bureaux d'études. Et ça va jusqu'au modeleur, enfin, du moins chez nous ça se passe comme ça va jusqu'au modeleur, pour qu'on présente toutes les attentes, aussi bien des spécialistes qu'au niveau du BIM, et qu'on présente aussi toutes les attentes du maître d'ouvrage, et qu'est-ce qu'on va faire pour chaque phase. Une fois que tout ça s'est fait dans la phase de lancement, et qu'on communique toutes les données d'entrée, aussi bien architecturales que techniques, là ça peut que rouler. Donc, tu veux dire de faire une réunion assez tôt pour mettre tout un peu sur la table, quoi. Une réunion à chaque début de phase pour dire voilà, les objectifs de cette phase, c'est ça. On se donne un timing, on se donne un jalon pour dire on contrôle. Et à l'intérieur de ce timing, forcément, les spécialistes et l'architecte communiquent couramment pour pouvoir dire les problématiques assez tôt pour pouvoir les éviter après en chantier. Ça, c'est une des pratiques qu'on fait avec le Lean. Pour que tout le monde ait la même vision. Et c'est lors de ce genre de réunion, de séminaire, qu'on va justement commencer à travailler sur cette planification commune des études, des rendus de maquettes. Parce que ce travail-là commun où chacun prend ses engagements-là, c'est là où après on raconte l'histoire qui marche bien. Et aussi, c'est ce qu'il faut avant tout, c'est avoir une liste des livrables en début de phase, qu'on puisse communiquer à chacun des acteurs. Et à partir du moment où les livrables sont cadrés, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et il n'y a pas d'inconnu dans la phase. Et là, moi, aujourd'hui, je suis BIM manager, mais je suis avant tout un assistant de chef de projet qui va aider son chef de projet à atteindre l'objectif de la phase. C'est vrai que cette notion de liste des livrables, c'est assez structurant pour chaque phase de projet. Donc, Olivier, qui ne connaît pas le bâtiment, donc il y a le projet, on le fait on va dire qu'un projet de construction, ça se fait par raffinement successif à chacune des phases et qui sont cadrées par ce qu'on appelle la loi MOP. Enfin, c'est le cadre le plus générique, on va dire. Après, il y a plein de variantes. Et donc, à chaque fois, on va de plus en plus dans le détail du projet. Et c'est vrai qu'à chacun des débuts de phase, on a des attendus types à la fin de la phase qui peuvent donner assez facilement, on va dire, une liste de livrables. Donc, quelque part, on a un objectif qui est déjà affiché, ce qui est peut-être assez différent des pratiques agiles type Scrum, où justement,
à chaque itération, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait après. Et, les objectifs ne sont pas forcément clairs dès le début. Et en ça, alors je ne sais pas s'il faut sortir complètement de ce cadre de savoir vers quel livrable on va, ou il faut le réinterpréter. Il faut réinterpréter après des pratiques lean ou agiles à l'intérieur de ce cadre. Je pense que le lean, il s'en accommode plutôt bien de se dire on sait où on va et justement on va pouvoir mettre en place du rétro-planning, tout ça. Peut-être que l'agilité est plus dans l'exploration et je ne sais pas si ça peut contraindre ou pas. Il y a une grosse notion d'agilité parce que en gros, il y a 3 critères. Il y a le temps, le contenu et le troisième, je l'ai oublié, merde. Bref. En gros, quand il y a une contrainte de temps forte, en agilité, on part du principe que c'est le contenu qu'on va faire varier. Alors, après, en bâtiment, je ne sais pas à quelle latitude on a parce que, par exemple, en IT, ce qui va être possible de faire, c'est de dire, OK, il y a la notion de MVP, le minimum viable product. En gros, c'est quel est le produit minimum que je peux sortir qui répond en fait à mon besoin utilisateur. En gros, le truc qui va servir à quelque chose. Donc, je ne sais pas si dans le bâtiment, c'est possible. Est-ce que, en gros, on peut avoir cette notion de OK, j'ai une date, j'ai une contrainte forte, voilà, contractuelle, peu importe. Mais par contre, j'ai une latitude sur le résultat, par exemple. Ou est-ce que je dois absolument livrer tout ce que le client a demandé et comme il a demandé? Le MVP, on va dire, c'est le dossier qu'on rend à la fin de la phase, une phase qui dure 2 à 3 mois. Et on rend un dossier qui présente un état d'avancement du projet, voilà, avec un niveau de détail qui augmente au fur et à mesure des phases. Et quelque part, c'est un peu ce dossier-là qui va être remis au client, sur lequel le client va faire un peu ses grandes remarques. Et puis, on va partir. Après, c'est vrai que l'agilité nous pousserait peut-être à casser un peu ce système des phases et d'être dans un système un peu plus continu, où on approfondit. S'il y a besoin d'aller plus dans le détail, à un moment, il y a un certain nombre de sujets, on va aller plus vite dans le détail. Et il y en a d'autres qui vont peut-être pouvoir attendre plus longtemps. Et on va être moins cadré peut-être par ces phases. Nous, ça nous interroge sur cette notion de phase qu'on a en bâtiment et d'approfondissement progressif du niveau de détail de manière homogène sur tous les sujets. Ok. Alors après, on quitte un peu le lean, là, mais… Après, ça engendre un risque d'aller au-delà de la phase. Le risque que le chantier ou le projet soit arrêté pour période de Covid et d'avoir travaillé pour rien. Ah oui, ça, c'est sûr que ça peut être des problématiques. Mais ça aussi, non, c'est vrai qu'il y a des problématiques derrière contractuelles, de répartition des honoraires. Voilà, on voit qu'avec le BIM, justement, on demande plus de détails plus tôt. Donc, c'est vrai qu'on s'interroge, et en particulier les bureaux d'études auxquels on demande des maquettes qu'ils ne livraient pas forcément avant. Même en APD, c'était parfois juste du filaire, donc il faut qu'il y ait des honoraires remontent plus tôt. Et donc ça, c'est vrai que contractuellement, c'est compliqué. Dans le lean, je ne sais pas, est-ce qu'il y a justement cette partie contractuelle? Qu'est-ce qui est amené à évoluer, Vincent? En fait, il y a un contrat qui est très spécifique au lean, qui s'appelle IPD, ou Integrated Project Delivery. Et en fait, c'est un contrat qui lie dès le départ le maître d'ouvrage, l'entreprise et les concepteurs. Et qui fait que le maître d'ouvrage va proposer un objet qu'il veut construire. Et en fait, l'équipe, donc maître d'ouvrage, entreprise, concepteur, va chercher à améliorer le projet. Donc, et après, donc, suivant les gains qui seront faits par les équipes, parce qu'ils auront conçu un projet de meilleure qualité, moins cher, plus vite, et ben, en fait, les gains seront répartis en fonction pour chacun, donc maître d'ouvrage, concepteur et entreprise. C'est vraiment un contrat gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets qui se développent comme ça aux États-Unis. Il y a beaucoup de projets hospitaliers qui se développent comme ça, parce que c'est vrai qu'entre le moment où on fait la programmation d'un hôpital et le moment où on va le construire, il y a des fois des phases de 5, 6, 7 ans, quoi. Et donc, il y a vraiment une question d'améliorer en permanence le projet. Il y a des exemples de projets comme ça, par exemple High Speed Train 2, là, qui est à Londres, parce que le TGV qu'ils sont en train de faire entre Londres et Brighton va être fait comme ça. Et en fait, cette approche-là, elle est vraiment
focalisé sur on veut le mieux pour le projet. Et donc, chacun va se battre là-dessus. Et si on se bat, on a droit à quelque chose qui fait qu'on récupère l'investissement qu'on a pu avoir. Ça marche très, très bien. Je pense qu'en France, avant qu'on puisse mettre un projet comme ça sera un peu compliqué parce que déjà, dès qu'on parle d'argent, c'est un peu compliqué. Alors, lorsqu'on va commencer à parler de partager des recettes ou des dépenses, c'est moins ça. Voilà. Ah, François, on ne t'entend plus. Pardon, j'ai pas remis. Donc, je disais, oui, pardon, ça serait compatible avec la loi MOP ou justement, ça implique sa remise en cause? Ah oui, non, on n'est pas du tout dans le cadre de la LOMOP, parce qu'en fait, on est vraiment dans quelque chose où moi, je peux faire une présentation, mais en fait, on est vraiment dans un contrat où, en fait, déjà, il n'y a pas la question du découpage des phases comme on a dans la LOMOP, puisqu'en fait, on définit les phases qui nous intéressent. C'est vrai que la phase qu'on va avoir, ça va être la phase donc APS pour arriver à un PC, la phase développement des études pour arriver à la construction, et puis ensuite la phase construction. Donc, on a déjà réduit le nombre de phases par rapport à la LOMOP, et ensuite, il faut écrire en fait toutes les relations contractuelles entre le maître d'ouvrage, son entreprise et son concepteur pour savoir comment est-ce qu'on va répartir après les gains. Donc, la loi ne permet pas du tout ça. Oui, donc en effet, moi j'ai un peu l'impression qu'en pointillé, tout ça, ça pousse quand même à remettre un peu en cause cette loi MOP, auquel les architectes sont assez attachés. Mais et justement, à l'autre bout, est-ce que les contrats en IPD, ils impliquent des conceptions construction ou des conceptions réalisation? C'est ça, parce qu'en fait, comme entreprise. Oui, c'est ça. Mais là où c'est différent des groupements conception-construction, conception, réalisation, exploitation, maintenance, c'est qu'en fait, sur ce genre de groupement, le client va transférer le risque à un groupement en disant voilà l'objet que je veux construire, construis-le. Et donc tout le risque est sur l'entreprise et sur la maîtrise d'œuvre. Or que là, dans ces contrats IPD, c'est ensemble, ils décident de faire l'objet et ils vont essayer d'améliorer ensemble l'objet. Donc le client va devoir avancer les choses, l'entreprise pareil, et c'est là où c'est très différent. C'est que le partage du risque, il est partagé de la même manière, alors que sur un contrat loi MOP, en fait, tout le risque est donné au départ à la maîtrise d'œuvre qui va donner tout le risque à l'entreprise, puisque la maîtrise d'œuvre ne fait plus les études d'exécution, donc ça ne marche pas. Et dans un contrat de conception-réalisation, le risque est aussi renvoyé directement sur l'entreprise, qui va essayer de le renvoyer à la maîtrise d'œuvre. Donc, la question du partage du risque, elle est quand même, c'est ça qui est la plus importante sur la question des contractuels. Ça, je pense comme tu disais, il y a une maturité ou un état d'esprit peut-être en France qui n'est pas forcément favorable au partage du risque. Non. C'est plutôt à qui aura la patate chaude. Voilà. Ok, mais c'est des aspects quand même, je pense, qui ne sont pas sous-estimés justement et qui peuvent être aussi des points de blocage ou du fait que on aura du mal peut-être à mettre en place telle ou telle pratique parce que derrière, il y a un cadre contractuel qui ne permet pas difficilement la mise en place de ces pratiques. Toi les projets que tu as fait, quelles modifications ça a impliqué, ou tu l'as fait sans modification spécialement de contrat, en t'adaptant parce que la volonté commune faisait que ça passait Il n'y a pas eu de modification du contrat. Il y a un contrat sur lequel j'avais proposé aux clients de faire du gagnant-gagnant et donc de donner des clauses d'incentive en disant à son maître d'œuvre et si vous arrivez à optimiser le projet en gardant ces fondamentaux-là, on partage les rewards. Et en fin de compte, il a accepté jusqu'en APS et puis à la fin de l'APS, il a dit non, mais en fait, c'est tout pour moi. Okay. Voilà. Ok. Et pour revenir sur la sensibilisation, je sais qu'il y a dans l'agilité, parfois, il y a deux approches pour essayer de casser un peu ces barrières de résistance au changement. Il y a une approche un peu frontale où on dit voilà, on va faire de l'agilité, on commence un peu à manier ces concepts et à sensibiliser les gens là-dessus. Et puis il y a l'approche inverse qui dit plutôt de mettre en place des pratiques sans forcément en faire trop. Et puis c'est à partir de ces pratiques, une fois que les gens les auront un peu intégrées, on dira finalement voilà, ça y est, vous faites de l'agilité et on l'a pas forcément explicité au début et ça aide parfois peut-être à
à ce que les gens se sentent peut-être un peu moins agressés ou qu'ils ne se sentent pas qu'on leur force la main pour évoluer. Est-ce que dans le Lean, on peut avoir cette interrogation? En fait, moi, là, depuis 1 an et demi, j'y vais petit à petit. C'est-à-dire qu'en fait, arriver à convaincre les clients qu'il faut travailler différemment, c'est pas toujours évident. Et commencer à lui montrer là où ça fait effectivement mal. Parce que là, je voyais commencer par les douleurs, là, qu'on voyait Olivier. C'est sûr, mais en fait, le fait est que on parlait tout à l'heure de la productivité. Les gens qui travaillent dans l'industrie, en fait, ils ont dû revoir leur façon de travailler parce que s'ils ne l'avaient pas fait, ils seraient morts. Vu qu'ils ont été confrontés à une industrie mondiale, ils auraient été morts. Dans le bâtiment, on reste quand même sur un micro-marché qui est franco-français, des fois européen. Et en fait, les chantiers continuent à avancer, les gens continuent à gagner un petit peu d'argent. Et donc, il n'y a pas de nécessité de changer. Donc, même quand on appuie en disant, vous voyez, vous perdez de l'argent, ça prend plus de temps, les gens disent, ouais, mais malgré tout, j'arrive quand même à faire des projets. Donc, moi, c'est petit à petit. Par contre, ce que je vois, c'est que les gens, quand ils ont commencé à travailler avec cette façon-là, la fois suivante, ils veulent continuer. Voilà. J'ai eu aucun gel en disant non, mais ça ne marche pas. Mais après, moi, je trouve que j'y vais encore à pas de loup. Ouais. Il y a plein de sujets que j'aimerais bien développer beaucoup plus. Typiquement, il y a un outil dans le Lean qui s'appelle la DSM, Design Structure Matrix. C'est un outil, en fait, où on va regarder chacune des tâches et puis on va regarder, en fait, le temps minimum qu'il faut pour faire une tâche. Par exemple, une phase. Quand on fait cet exercice-là, on se rend compte qu'un APS, quand on dit qu'il nous faut 3 mois pour faire un APS, si effectivement on était focalisé sur le projet, en moins de 3 semaines, on pourrait le faire. Et donc, quand on arrive à ça, on dit mais n'importe quoi. Mais oui, n'importe quoi, parce que les gens ne sont pas disponibles. Et donc ça, je sens bien que c'est trop violent pour pouvoir dire à quelqu'un, mais on peut effectivement optimiser le temps d'étude. Mais si demain, je rencontre un client qui me dit, moi, ma logique, c'est d'avoir mon bâtiment dans moins de 10 mois ou dans moins de… il y a un moment, on va être obligé de changer toutes ces méthodes. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas encore cette démarche-là. Ouais, donc c'est quand même un long chemin. Oui, ou en ligne, ou dans les deux, sûrement. Il y a un long chemin à parcourir, mais un chemin sûrement passionnant qu'on espère continuer à développer avec vous. J'ai remis ma présentation peut-être au premier plan. On a un petit outil qui s'appelle un Rôti Express. Vous pouvez prendre en photo avec vos smartphones ou cliquer sur le lien que j'ai mis dans les commentaires pour nous faire des retours sur la présentation qu'on a fait. Voilà, c'est une sorte de mini rétrospective, justement, pratique agile et lean aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres témoignages sur le sujet. Une fois, deux fois, trois fois. Je voulais juste dire, est-ce qu'il est encore là ou pas? Ah oui, Olivier. En fait, pour apprendre la construction, c'est simple. On utilise des Lego. Il y a un jeu qui explique vraiment le fonctionnement du Lean en utilisant une maison en Lego. Et en fait, on montre, en utilisant cette maison, comment, en fait, en abordant la construction de la maison, qu'on peut arriver à réduire le temps de presque 100%. C'est pas un Lego Force Scrum ou un truc comme ça? Non, il s'appelle Vilego, ce jeu-là. D'accord, ok. Je veux bien le lien, si tu l'as. Je peux l'envoyer. J'enverrai à… Super. Merci. On va créer une page en fait sur le site agileteam.org avec un peu Sébastien qui participe aussi à l'organisation. En général, il est très bon pour prendre des notes, donc il va nous fournir un magnifique compte rendu. Il y aura sûrement l'enregistrement aussi de la présentation. Et d'ailleurs, Sébastien a mis aussi dans les commentaires, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez des retours d'expérience, de pratiques lean ou agile, voilà, pour un prochain meet-up, pour essayer de continuer à échanger, voilà, d'une part sur les parallèles entre ces différentes approches et ce qu'on peut faire dans la construction, et puis de plus en plus, on va essayer de tendre justement pour ceux qui se jettent à l'eau et qui essayent de mettre en place un peu ces pratiques, à essayer d'avoir des retours de pratiques en agence d'architecture, en bureau d'études, en maîtrise d'ouvrage ou
sur des chantiers, ça sera super intéressant. Voilà, Vincent, tu as mis le lien vers Le jeu vidéo, là. Ouais. vers le jeu, ok, super. Donc voilà, on a de quoi s'occuper ce soir. Non, je suis désolé, il faut l'acheter. Ah oui, pardon. C'est un vrai jeu. Ouais. Ok, ben, ça va faire presque 2 heures, donc c'est bien. On n'a pas été trop long. Peut-être la prise de parole à distance, ça permet d'être un peu plus concis, mais j'espère que tout le monde a pu quand même échanger et avoir appris des choses. Ben, merci à tous d'avoir été là. On avait vu que Marie-Christine était dans le métro, donc merci de nous avoir suivis en live comme ça. Voilà, n'hésitez pas à continuer à réagir ou à vous inscrire sur les différentes plateformes et communautés qu'on vous a présentées. Et puis voilà, on espère qu'on pourra faire un prochain meet-up bientôt, sûrement un meet-up en anglais, parce qu'on a aussi pas mal de connexions avec des gens à travers le monde qui s'intéressent et qui se sont aussi intéressés, même parfois depuis plusieurs années, à ces sujets-là. Donc il y a aussi une communauté un peu mondiale. Donc voilà, peut-être probablement une personne en Espagne qui a mis en place justement une adaptation du Scrum, mais qui a dit justement qu'il n'avait pas complètement appliqué parce que dans le bâtiment, tout n'est pas forcément applicable. Voilà, donc ce sera sûrement aussi intéressant de découvrir un réseau encore plus large justement que nos problématiques franco-françaises qui sont parfois malheureusement limitées par un certain nombre de facteurs culturels ou de loi. Voilà, merci à tous d'avoir été là. N'hésitez donc, n'oubliez pas de réagir sur le Rôti Express. On peut vous remettre le lien en bas. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci Vincent surtout pour ton témoignage ce soir. Merci à vous. Merci. Voilà.